2122, LV-426. Au centre d'un immense cockpit trône la dépouille d'un mystérieux être. Immuable, il attend. Ses motivations restent perdues dans le silence de l'espace, mais la cargaison qu'il transporte scellera à jamais le destin de l'équipage du vaisseau Nostromo, en mission pour retourner sur Terre. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Graphic Saga. Cela fait aujourd'hui 44 ans qu'Hélène Ripley a croisé la route de la forme de vie la plus dangereuse de l'univers. Aujourd'hui, on va parler d'Alien Dark Descent, le dernier jeu vidéo de Tyndall Interactive, en compagnie de Thibaut Claudel qui a été narrative designer sur le projet. Mais avant de commencer à vraiment parler de jeux vidéo, on va faire un petit récapitulatif de la saga Alien pour celles et ceux qui n'auraient pas les bases. Spider-Man die! Neither can I. See you, Space Cowboy. Alien, de son premier titre, Alien le 8ème passager, est réalisé par Ridley Scott en 1979 sur une idée originale de Dan O'Bannon. Du coup, Ridley Scott y récupère une partie des équipes de l'arlésienne Dune de Jodorowsky et en particulier le cultissime sculpteur Asher Geiger. Donc cette association créera une œuvre majeure du cinéma. On présente plus classique, réaliste et minimaliste, perdu au sein du vaisseau étrangement exigu, régi par l'intelligence artificielle Mother, ayant pour mission de se servir des voyageurs comme vaisseau pour ramener la forme de vie sur Terre. Le carnage ayant lieu à l'intérieur du vaisseau est empreint de références mythologiques entre Thanatos et Eros, Prométhée et thématiques freudiennes. Tout dans sa mise en scène au design du facehugger et de la créature renvoie à la sexualité et au viol. Alien est une proposition forte et marquante qui a jamais marqué l'imaginaire des êtres humains. Bonjour Thibaut, comment ça va ? Eh bien très bien, merci Karl et merci pour l'invitation, ce retour. Eh bien oui, le retour, mais merci à toi d'être revenu parler de ce magnifique petit jeu que j'ai apprécié faire, ça fait très plaisir. Ah merci beaucoup. Alors, ça va toi, déjà ? Eh bien écoute, oui ça va, on est très content, enthousiaste et un peu porté par les différentes réactions qu'on a pu avoir depuis la sortie le 21 juin dernier, donc je dois dire que ça fait plaisir. Et que après des longues semaines, voire des mois, en fait, des années pour mes collègues aussi de Ouais, travail, c'est plutôt sympa d'avoir ce retour-là et de se sentir un petit peu effectivement soutenu par toutes ces réactions positives ou moins positives, mais constructives, qui donnent l'impression vraiment que, bah, en fait, ouais, on a compris au moins en partie notre travail. Et bah, ça donne vraiment un sens à tout ça. Et pour ma part, c'est la première fois que je vis ça à cette échelle, donc c'est vrai que je me laisse un petit peu, comment dire, enivrer, je dois le dire, je dois l'avouer. Et donc, ouais, ça va très bien, ouais. Ouais, c'est cool. Bah, c'est vrai que moi, je suis pas très actif sur les réseaux en tant que pour poster ou quoi, mais c'est vrai que j'ai un peu suivi un petit peu. Et c'est vrai que les réactions, comme tu dis, sont plutôt positives. Et d'autant des articles que j'ai pu lire qui sont assez élogieux et, à mon sens, mérités. Bah merci. Donc voilà. Donc toi, avant de parler purement de jeux vidéo, t'as un rapport avec la saga Alien. Avant de faire ce jeu, t'étais un petit peu fan ou pas J'étais de tout ça ? complètement fan avant de faire ce jeu. Après, je suis un fan tardif. Ce qui est assez étrange, c'est que c'est une des sagas, on va dire, un petit peu culte du cinéma que j'ai découvert très tard. Je crois que c'était à ma première année d'internat, donc c'est juste après le lycée, donc je pense entre mes 18 et mes 20 ans, quoi. Et pourquoi avoir attendu si tard quand on est un fan de science-fiction? Ça paraît complètement délirant, mais bah, la réponse était toute simple. J'avais des parents assez stricts sur ce que j'avais le droit de regarder ou ce à quoi j'avais le droit de jouer. Et j'ai rusé pendant quelques années pour voir des choses ou jouer à des jeux auxquels je n'avais pas le droit de jouer. Mais j'avais pas de potes ou de, on va dire, proches dans la famille qui avaient pu peut-être tomber sur cette saga et qui m'auraient par exemple passé un DVD en douce ou quelque chose comme ça. Ouais.
Donc il n'y a pas eu de passage un peu sous le menton, sous le menton, sous le manteau, pardon, mais sous le menton aussi, pour moi avant l'arrivée en fait en internat et le début de mes études, et où là un pote m'a dit ah mais j'ai ce qu'on appelait à l'époque le coffret quadrilogie je crois, ou un truc comme ça, qui était un peu une espèce de steelbook assez balèze il me semble, et du coup il me dit quoi, t'as jamais vu, mais attends c'est nimp avec tout ce que tu racontes sur le cinéma, etc. Donc j'avais une énorme lacune, et ouais, je crois que j'ai regardé le premier avec lui, et après je lui ai dit est-ce que je peux prendre le coffret, et je suis parti regarder les trois autres dans la foulée à l'internat en fait, sur mon PC, enfin voilà. Et du coup je me suis vraiment pris la saga à ce moment-là. Je me la suis mangée, comme on dit de nos jours. Et ouais, depuis, j'ai été complètement fan. Et après, ce qui est assez marrant, c'est que c'est un rapport un peu différent des autres sagas qui me passionnent, parce que je les ai pas découverts jeunes, ces films, et je les ai aussi découverts avec un œil de cinéphile déjà un peu plus enfin de cinéphile je ne sais pas, mais en tout cas un œil de spectateur un peu plus éclairé, quoi. Donc il y avait vraiment quand même tout de suite ce côté, et notamment ce que tu disais en intro, hein, tout ce travail, quoi, tout ce côté aventure humaine de Giger d'un côté, le recyclage de Dune, etc. Enfin, ça m'avait vraiment marqué sur ce côté Mm. un peu artisanal, quoi, que Hollywood avait à cette époque, et a encore heureusement de temps en temps. Ouais, Donc effectivement, ouais, ça m'a beaucoup marqué, mais c'est un rapport plus adulte. J'aime pas trop ce mot, mais on va le dire comme ça, non. à cette saga, quoi. Non, mais je te comprends parce que moi c'est un peu les mêmes âges, découverte tardif et tout, donc je vois totalement ce que tu veux dire. Et donc tu parlais de Steelbook du coup pour parler un peu de tout ce qui fait suite au premier Alien. Du coup, malgré que le xénomorphe soit aussi dangereux, il a pas échappé à la sérialisation. Et du coup, avec donc la première suite Aliens de James Cameron, qui donne la part belle à l'action et qui met en avant son fameux cinéma militaire et ses Marines qu'il met dans beaucoup de ses films, et qui font du coup des aliens un essaim, c'est la création de la reine alien. Et du coup, la seconde suite qui est Alien 3, qui est un peu le chemin de croix de David Fincher, enfin du jeune David Fincher, qui prend place sur une planète prison où l'héroïne Ripley elle fera de nouveau face à l'alien qui aura pris des formes nouvelles suite à une évolution dans un milieu différent. Ensuite, on a Alien Renaissance qui est fait par le français Jean-Pierre Jeunet, qui se passe 300 ans après Alien 3, où Ripley revient d'entre les morts au sein d'un vaisseau laboratoire infesté d'aliens, et le vaisseau est prêt à s'écraser. Ça explose de partout. C'est un film un peu particulier. Et ensuite, il y a les projets crossover, donc qui viennent plus où Hollywood essaye de remettre au goût du jour certaines créatures, donc Alien versus Predator, donc le premier de Paul W.S. Anderson, qui le premier pour moi est un petit plaisir coupable, j'avoue, Ce que je peux comprendre. voilà. Et le deuxième, par contre, il est juste pas visible à l'œil humain. Le film n'est pas regardable, donc malheureusement, Alien Predator Requiem. Donc ensuite on a du coup Ridley Scott qui revient à la barre après tous ses réalisateurs, et qui va relancer le projet ô combien attendu qu'était Prometheus en 2012, et qui sera reçu d'une manière assez on va dire un peu en dents de scie, même parfois rejeté en bloc par toute une partie du public, qui est donc à la base un projet solo, mais qui se veut un petit peu vraiment comme un préquel d'Alien, qui sera enchaîné en 2017 par Alien Covenant, qui prend du coup vraiment la genèse normalement de la création des aliens et de la rencontre avec les ingénieurs, avec Michael Fassbender qui sera le rôle principal de cette nouvelle saga avortée, du coup. Ouais, c'est un Et petit peu compliqué, hein, quand on s'intéresse à l'histoire un peu industrielle de cette franchise. On se rend ouais, compte qu'elle a été plusieurs trucs dans la tête de des gens. ces décisionnaires. Ouais. Ouais, c'est ça. Quand tu cherches un peu, tu vois, Ridley Scott, il a vraiment détesté tout ce qui a été fait par Cameron Mhm. et tout ça. Et du coup, il arrive avec sa nouvelle suite en 2012, il balaye tout d'un coup, il propose sa vision très christique des choses. Et ça a été très, très froidement reçu, et je peux comprendre. Donc voilà, ça, c'est une licence qui revient de loin, mais qui du coup traverse le cinéma, hein, parce que elle est un peu là à toutes les époques, quoi. Même là, d'ailleurs, au moment où on parle, ils ont commencé il y a 2 mois à tourner le prochain. Ouais, tout à fait, ouais, de C'est Fede ça. Alvarez, ouais. C'est ça, de Fede Alvarez.
Donc voilà, et donc bien sûr, au-delà des films, c'est aussi un univers qui est étendu, hein, avec dans les années 80, à l'image de Jaws avec la Shark Exploitation, on peut dire qu'il y a un peu une Alien Exploitation qui va venir avec les jeux vidéo et les comics aussi. Il y a beaucoup de comics Alien qui sont. Il y a un gros omnibus qui était ressorti il y a pas très longtemps. Tout à fait. Voilà, mais on peut noter d'ailleurs un truc très intéressant, notamment en rapport avec Dark Descent, c'est que la plupart des produits dérivés, ils se basent sur le Aliens de Cameron, en fait, généralement. Et oui, mais je pense que Parce ça s'explique un peu par le côté world building qu'il a pu amener avec clairement. ce deuxième épisode. Et puis après, bon, on pourrait en parler des heures, mais je pense Oui, que bien sûr. le deuxième film préfigure pas mal de trucs d'un point de vue, enfin, de genre du jeu vidéo en fait. Il y a Bien sûr, vraiment le c'est tower clair. defense avec les tourelles automatiques, tu as beaucoup de vues en subjectives avec le côté un peu first person Mm. shooter, etc. Et puis c'est des clichés, même des personnages Bah, il y a comme des classes, Apon. c'est Oui, ça? il y a les classes il y a les classes de marine, mais il y a des personnages comme Apon qui revient quasiment tel quel dans la saga Halo par exemple. Je crois que c'est Johnson, Sergent Johnson, je ne sais plus. Mm. Ça fait longtemps, pardonnez-moi. Mais ouais, effectivement, en fait, on sent que c'est un film qui, en plus d'avoir beaucoup inspiré le cinéma et le cinéma de suite, si on peut dire, Mm. il a inspiré aussi toute l'industrie du jeu vidéo. Donc c'est pas vraiment C'est étonnant de ça, le voir c'est clair. aussi populaire sur les PC et consoles, quoi. Et pour finir sur la partie produits dérivés, ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est qu'en cherchant pour l'épisode, j'ai découvert qu'ils avaient fait des jouets, une marque de jouets pour le premier film Alien. Ouais, et Et allez chercher sur YouTube oui, parce que les pubs, c'est fou. c'est fou d'avoir Euh, dit qu'il y a un mec qui a dit on va brand des jouets sur ce film pour les enfants. Non, mais à l'époque, on faisait tout et n'importe quoi, mais beaucoup de n'importe quoi aussi. Après, il C'est y a eu ça, aussi une tentative de cartoon Aliens, c'est vrai. donc post-deuxième film, et où il y a eu les jouets qui ont été produits, mais la série n'est jamais sortie. Mais ça aussi, tu peux encore trouver sur Internet des extraits, des trailers avec des morceaux de la série, des images, et puis bien sûr les jouets en question. Et du coup, je fais un petit big up à mon ami Tipot, qui est un des créateur de Alien Dark Descent, puisqu'il travaillait chez Tindalos et qui lui a ces figurines-là, les a chassées sur les internets et en possède quelques-unes, peut-être toutes, je ne sais pas, faudrait qu'ils viennent les défendre sur place. Mais voilà, ça prouve que même quand c'est entre guillemets pas de meilleure qualité, pour le dire poliment, Aliens, ça marque quand même toujours un petit peu son public, quoi. C'est clair. Et donc oui, du coup aussi on pourrait dire évidemment des jeux vidéo de Alien, Alien versus Predator à peu près 18, voilà, comptant Dark Descent 19 je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, donc pour faire un petit tour de la saga, sans rentrer plus dans les détails, mais il y a plein d'ouvrages très intéressants sur Alien si ça vous intéresse, si vous voulez pousser un peu plus loin, et de très bons podcasts sans doute sur le cinéma qui parlent, il y en a avoir moult qui parlent de la saga Alien, donc si vous voulez vraiment plus pousser sur les films, je vous invite à aller les consulter. Et donc, Alien Dark Descent. Donc, on incarne Maeko Ace, c'est bien ça, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, ouais. Maeko Ace Ouais. qui travaille pour le groupe Weyland-Yutani, qui est contrainte de lancer le confinement du projet Cerber de la station pionnière et ainsi que de la Lune Lest suite à une invasion de xénomorphes. Elle va s'écraser sur la Lune à bord du vaisseau USS Otago et à l'aide du sergent Jonas Harper et de ses Marines, elle devra trouver une raison à l'infection et fuir la Lune. Je pense que, voilà, c'est pas trop mal au niveau du résumé. C'est un très bon récap. Bien Voilà. vu. Est-ce que tu as quelque chose à dire avant qu'on commence un peu à parler du jeu? Oui, il faut que je fasse mon récap d'usage et expliquer à tous nos éditeurs et auditrices que tout ce que je vais dire n'est pas forcément le reflet du point de vue de Tindalos Interactive, de Focus Entertainment ou de la 20th Century Studios, mais simplement mon avis. Hein. Donc voilà, prenez-le avec ces petites pincettes que vous aimez tant. En principe, je dis pas trop de bêtises, mais voilà, si à un moment j'annonce une suite, sachez que ce n'est pas officiel. Voilà. Et je mets direct le pied dans le plat avec une blague qui va peut-être être reprise un jour dans un article. Mais voilà, je vous mets en garde voilà, contre ce genre de décision. Pour l'instant, tout ce que je dis n'implique que moi. Et ben voilà, parfait. Comme ça, Merci pour cette opportunité. l'officiel est dit. Exactement.
Donc alors, avant que je te commence à te poser tes questions, je vais donner mon petit avis personnel sur le jeu, du coup, et un petit descriptif, du coup. C'est un vrai petit plaisir que j'ai pris. Du coup, c'est un jeu qui se boucle en 15 à 20 heures à peu près. C'est un gameplay à la XCOM-like qui va s'inspirer des meilleurs du genre, en particulier de Darkest Dungeon. J'ai beaucoup remarqué qu'il y en a, notamment sur les traitements du PTSD, sur les personnages et tout ça. C'est fort d'un tutoriel très bien rythmé qui délivre un gameplay simple mais ultra complet. Et la force principale du jeu, ça va être son ambiance angoissante et l'adrénaline qui est procurée par les affrontements qu'on a avec les aliens, qui nous rappellent à chaque escarmouche la fragilité de nos petits marines face à l'essaim de xénomorphes. Voilà. Ben Moi, merci c'est pour mon petit. cette petite review comme ça à la volée. Je suis très content d'entendre tout ça et notamment que tu as aimé le prologue parce que il n'a pas que des Et comment je dire, sais, il n'a pas que des adeptes. ouais, je peux comprendre pourquoi, parce Et moi que aussi parce que ça reste relativement long et on a beaucoup de choses à apprendre aux joueurs donc c'est ça. voilà. Mais c'est vrai que voilà, il y a deux écoles, deux points de vue là-dessus, mais c'est Et intéressant de voir comment les gens ont réagi c'est quoi. ça. Et du coup, sans spoiler tout à fait pour l'instant, mais du coup, c'est cette phase, la phase qui est juste avant l'acte final où on reprend le contrôle de Ace. Est-ce qu'elle a eu aussi des mauvais retours? Un petit peu, ouais, effectivement. Je pense que beaucoup de gens sont attachés aux Marines parce qu'ils passent Hmm, beaucoup de temps avec eux et ils investissent quand même énormément bah ouais, de missions et de missions secondaires à leur côté. Donc je pense que je peux le comprendre également. Après, en fait, comment dirais-je, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution dans ces cas-là. On savait très bien que si on voulait boucler l'histoire et l'introduire de manière, on va dire, assez satisfaisante, il fallait quand même accepter de présenter les choses et donc de réduire un petit peu peut-être le contrôle et la personnalisation. À l'inverse, quand on ouvre un petit peu le champ des possibles, bah là, il fallait laisser aux joueurs un maximum de contrôle et l'opportunité de diriger ces Marines. Je pense qu'on n'a pas fait un trop mauvais taf, mais c'est vrai que je peux comprendre pourquoi les gens finissent par s'attacher à ces petits gars après les avoir chouchoutés à travers tant de missions. c'est clair. Mais voilà, ils sont toujours sur nos cœurs ou leurs noms sont gravés sur le mémorial s'ils ont succombé aux attaques des xénomorphes ou de l'ère de Darwin. C'est ça. Bah écoute, c'est ce que je me demandais en fait sur ce genre de phase de jeu, mais on y reviendra plus tard. Donc du coup, c'est développé du coup par Tindalos Interactive, qui est la boîte pour laquelle tu bosses. C'est distribué par Focus Entertainment. C'est sorti le 21 juin 2023 ou le 20? Le 20, je Le crois. 20, je crois, ouais, Le ouais. 20, ouais, c'est le 20. Et donc ça, j'ai déjà dit, mais environ 15 à 20 heures de jeu pour le terminer. Si vous êtes motivé. Si on Moi est j'ai mis motivé. plus. Moi j'ai mis plus. Mais parce que je suis très mauvais aussi, ça c'est. Moi, je suis Je suis foncé. nul même au jeu auquel j'ai participé. Je pense que c'est même inversement proportionnel. Donc alors, première petite question pour faire un peu le tour, mais du coup, c'était quoi vos sources d'inspiration pour créer un jeu Alien en mode tactical? Parce que c'est vrai que c'est pas ce qui ressort le plus, et on se demande d'ailleurs pourquoi, parce que c'est vrai que quand le gameplay est là, on se dit oui, c'est vrai que pourquoi ça n'a pas été fait avant, quoi. Mhm. Mais c'est quoi vos sources d'inspiration? Bah, il y a eu, je crois, un RTS et un seul dans la franchise qui était en l'occurrence un Alien versus Predator. Le nom m'échappe, mais du coup, on n'est pas techniquement les premiers. Après, les sources d'inspiration du studio, moi je rappelle que je suis arrivé alors que la production était déjà bien entamée, Hmm, hein. Donc j'ai repris l'histoire de deux de mes confrères au moins, et bien sûr aussi de Romain, notre game director, puisque en fait toute la vision originale vient de lui. On parlera effectivement aussi de ses influences là-dessus, puisque tu as parlé des comics et bah, ça part de là pour pas mal de choses. hmm, Mais quant au côté tactical ou stratégique de la chose, forcément il y a des gros fans de XCOM chez hmm. Tindalos. Aussi d'autres jeux comme War Tales, bien sûr Darkest Dungeons. Darkest Dungeon tout court. Un seul donjon, plusieurs, comme vous Ouais. voulez. Et, après, moi, j'y ai vu un peu du Commando. Là, c'est un vieux jeu. Hmm, Je pense qu'en fait, chacun voit un petit peu midi à sa porte par rapport à ça. Et ça a été à la fois, je pense, une source de conflits et de difficultés dans le développement du projet. Celle de mélanger autant de visions de la stratégie, voire même de l'infiltration. J'ai vu encore aujourd'hui une review parler
de Dark Descent comme un jeu d'infiltration en vue isométrique. Donc on voit qu'en fait on a un petit peu cassé les codes de différents Oui. genres pour essayer de se faire une place, ce qui est quand même, enfin moi personnellement c'est une grande source de fierté d'avoir pu participer à ce projet, parce que je pense que étant fan de cette licence, j'aurais apprécié travailler sur n'importe lequel de ces jeux, mais c'est vrai que arriver dès le premier jour en fait sur ce projet-là et voir ce qu'il avait d'unique, bah, en fait ça m'a beaucoup plus, je pense, stimulé en fait et motivé. Peut-être que si j'étais tombé sur, sans vouloir être méchant envers des confrères ou des jeux passés, ou par ailleurs en plus je les ai faits, donc voilà, mais si j'étais tombé sur un énième FPS, peut-être que je me serais dit bon ok, je suis dans mon élément, mais ça va pas beaucoup me stimuler ma créativité, quoi. Voilà, au C'est clair. contraire, je pense qu'on a essayé de faire quelque chose en termes de stratégie qui était un petit peu différent, mais voilà un peu les sources d'inspiration, je pense principales, en tout cas à ma connaissance, et les titres dont j'ai le plus entendu le nom au fur et à mesure des conversations. Mais c'est vrai que très vite, je voyais même quand on avait, tu vois, annoncé le jeu et qu'on pouvait en parler, je sais pas, à des potes ou à des gens, je disais ouais, donc c'est un XCOM, c'est en temps réel, et puis du coup il n'y a pas les cases, puis il n'y a pas le... Et donc en fait les gens ils disaient ah ok, donc un jeu de stratégie, donc t'as plein d'unités et tout. Bah non, t'as une seule squad et puis tu gères tes marines individuellement, mais pas individuellement sur le terrain. Et en fait on voyait qu'à chaque fois qu'on tombait dans une case, et on avait au final un truc qui nous séparait de cette même case. Donc je pense qu'il y a eu pas mal d'inspiration aussi, peut-être d'autres jeux de la part des game designers pour aller aussi peut-être plus proche de, je sais pas, par exemple du RPG Alien papier, des choses comme ça, quoi. Il y a de ça, hein. Ouais. Je pense que tu touches juste là. Du coup aussi, comment vous avez réussi à, enfin, comment vous avez travaillé, si tu as été un peu mis là-dedans, mais aborder l'intégration de l'atmosphère et du suspense, que du coup, qui est un truc quand même vraiment qui est dans l'identité même d'Alien et dans le gameplay d'un tactical, parce qu'on peut se dire dans un FPS, je suis à la première personne, les xénomorphes me foncent dessus, et notamment on peut prendre l'exemple de j'ai Isolation oublié. peut-être. Ouais, Ouais, Isolation, qui du coup lui travaille à fond ça, à fond, ouais. mais du coup, Bah, personnellement, j'y ai pas participé, on va dire, en tout cas pas directement. Je pense que là, il faut plutôt saluer le taf de pas mal de mes collègues. On a la chance quand même de faire un jeu qui a plus de 2 heures de cinématique pour un budget qui n'est pas celui d'un triple A et des moyens qui ne le sont pas non plus. Donc là, c'est Arnaud et son équipe cinématique qui ont vraiment taffé dur pour rendre ça le plus crédible possible, et en fait avoir ça entre des séquences de gameplay qui sont souvent assez intenses, je pense que mine de rien ça pose une ambiance, et après en fait si j'ose dire les connexions se font et on se dit ok, je suis dans tel type de scène par rapport à un film au hasard Aliens, mais peut-être un autre élément de ce canon qu'on aurait pu voir. Et après, il y a eu beaucoup de taf, je pense, de la part des level artistes qui ont vraiment créé des assets typiques, quoi, de la franchise, et qui ont aussi donné dans ce côté un peu envahissant, quoi, tu vois, de la ruche. Là, on est complètement dans cette scène où ils descendent, quoi, dans le processeur atmosphérique dans le deuxième film, où tu découvres cette espèce de résine partout, ouais. et vraiment ce côté baveux, quoi, et organique qui devient de plus en plus fréquent, de plus en plus intense. Et c'est vrai que ils ont créé en fait un espèce d'environnement, que ça soit aussi dans la position des couloirs. Enfin, je pourrais aussi citer le travail de tous les level designers, parce que ils ont fait en fait, ils se sont cassés la tête pour faire des environnements qui sont stressants, hein, avec des portes par-ci, des ponts par-là. C'était d'ailleurs devenu presque un running gag quand je travaillais avec eux, parce que je leur disais mais combien de portes et de ponts et de sas peut-on ouvrir, mais c'est vrai que ça aussi ça crée de l'atmosphère. Mais je pense que et je suis d'ailleurs super heureux que dans les reviews les gens le notent, ça, c'est que beaucoup de gens disent on a réussi à créer un espèce d'hybride en fait entre le jeu de stratégie et le jeu de survival horror, quoi, et de ramener un petit peu en tout cas peut-être pas forcément d'horreur, même si j'ai vu des gens dire qu'ils ne pouvaient plus dormir sans la lumière allumée, ce qui me rend quelque part un petit peu triste, mais un petit peu fier aussi, c'est qu'on a bien fait notre taf. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont, enfin voilà, je sais qu'on a taffé dur. Après, on est aussi sur les épaules de géants, quoi, comme on dit en anglais. Tu vois, le simple bruit du motion tracker et son design, il est tellement emblématique pour le jeu vidéo, pour l'histoire du cinéma, que le fait de le biper, de voir le point blanc approcher, enfin moi je sais que je suis
je sais où les aliens arrivent. J'ai créé ces rebondissements certains moi-même et je suis quand même surpris et je suis quand même sous pression. Je pense qu'en fait la pression crée en fait une peur assez vivace quoi. En fait tu te dis à chaque fois ça y est c'est là c'est dans cette C'est pièce en ça. fait. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que c'est toi qui as fait le gag du rat? Le gag du rat était déjà présent D'accord. dans le scénario, ouais, effectivement. Et celui-là, il marche bien, je pense. Mais Ouais, moi j'avais mis 60 tourelles devant la porte et ouais, il fonctionne assez bien. Mais t'es pas le seul. On avait vu des playtests où les gens ils pétaient un câble sur cette séquence. Pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, ça arrive. Enfin, c'est la mission 5, je crois, donc c'est pas non plus super tard dans le jeu. Narrativement parlant, c'est pas non plus énorme, mais effectivement, il y a il y a un petit bait. On aime bien un petit peu voilà, jouer il y a un avec les petit bait nerfs des. sur le cardiaque. Exactement, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant. On se retrouve dans la position du lieutenant Gorman, quoi, de Aliens, quoi. On est effectivement, on n'est pas dans le véhicule, on est même encore un peu plus loin du terrain que lui. Mm. Mais il y a vraiment cette idée de dans quel traquenard on va tomber. Et moi, je trouve qu'il y a la vue, certes, convient au genre, mais convient effectivement aussi à ce qu'on essayait de raconter, ce sentiment en fait d'impuissance, de truc qui va de mal en pis. Et j'ai l'impression que là-dessus, il y a une narration qui n'est pas de mon fait, en fait, qui est plutôt la somme, bien sûr, de toutes les équipes et du travail aussi, franchement, à bien des égards de fidélité. Je pense par exemple à François, qui est notre lighting artist et qui a assumé à lui tout seul toute l'ambiance lumineuse, en fait, tu vois, de ce Mm. jeu. Et avec qui je me suis posé un jour, je me souviens très bien de ce jour, j'ai pris une matinée, on a rediscuté de tous les niveaux, de qu'est-ce qu'on voulait évoquer dans chaque niveau, etc. Et encore aujourd'hui, enfin, je me dis qu'il y a quand même des moments de pur suspense qui transparaissent un peu dans ce truc-là, même aussi la bande son, tu vois, qui est pas toujours là. J'ai pu Mm. lire, ça fait vraiment le mec qui a lu beaucoup, mais j'ai lu beaucoup, mais c'est pour apprendre plus que par envie de me brosser, mais c'est vrai que la musique est pas toujours là, donc je voyais les gens dire tiens c'est un peu bizarre, mais je sais que je pense que c'est aussi à dessein, tu vois, de te laisser tout seul avec ton capteur et ton truc. Bien Donc sûr. il y a vraiment, je pense, des moments là-dessus où on emprunte à tellement d'éléments emblématiques, et on s'inspire de trucs déjà tellement forts. Et je pense pouvoir parler au nom de tous les gens impliqués sur ce projet. Ils l'ont fait avec tellement de passion, vraiment tu vois, du game design aux artistes, en passant Mm. par Kix, enfin voilà, tout le monde avait vraiment une passion et un respect assez dingue en fait pour cette franchise. Et je pense que ça vient aussi du fait que Romain, notre game director, est tellement passionné par ce qu'il avait envie de raconter et par ce film en particulier, qu'il a su vraiment, tu vois, si j'ose dire, un peu contaminer, j'espère de manière moins dangereuse qu'un facehugger, mais et voilà, il a vraiment su insuffler ce truc-là chez les gens où on se disait, ouais, quand même, on a des trucs, et je me souviens des animateurs qui avaient, tu vois, des captures d'écran du moindre plan, les plans de Mm. couple, les trucs entre guillemets un peu insignifiants, mais c'est ah ouais, regarde là, c'est un peu bleu et tout, tu vois. Donc et c'est fou en fait de voir cette énergie là-dessus. Et moi, j'étais à la fois en fait, c'est comme je te le disais dans notre précédent échange, en deux parties, c'est un taf. Mais dans ces moments-là, on se dit aussi, putain, c'est ouf. Et si Bien les sûr. gens arrivent à avoir peur, c'est dingue. Et vu que nous-mêmes, entre nous, on avait, en faisant le jeu, des moments de stress, on se dit, bon, bah forcément, enfin, tu vois, il y a un truc un peu viscéral Mm. de si nous on l'a, d'autres gens vont l'avoir, tu vois. Oui, bien Alors sûr, c'est après, clair. bien sûr, d'autres gens vont passer à côté, ou d'autres gens vont être beaucoup plus stoïques, ou d'autres gens vont se dire, bon, en fait, ça me stresse tellement que c'est pas mon genre de jeu. Mais c'est vrai que la barre d'espace, elle aide beaucoup pour ça. Ralentir un peu le C'est ça, temps, voire même le mettre en exactement. pause, le temps de réfléchir et de souffler un coup. C'est un loisir que j'aimerais avoir enfin, voilà, dans la vraie vie. J'aimerais pouvoir faire ça à loisir, quoi. Oh, je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec toi là-dessus. C'est clair. Alors, donc ouais, pour être plus simple, comment t'as travaillé l'écriture des personnages? Si t'as écrit les personnages, t'en as Ouais, écrit ouais. certains, voilà. Parce que alors, je trouve que moi, personnellement, les personnages de Aliens en particulier, ils sont très caricaturaux dans le Ouais. film. Oui. Et là, t'as quand même réussi, je trouve, à écrire des persos qui sont intéressants pour un actionneur, en fait. C'est Donc, gentil, merci. Ouais, j'ai pas tout à fait écrit, mais peut-être un petit peu réécrit les personnages, notamment Maeko, hein, qui est notre héroïne et qui
a toujours fait couler beaucoup d'encre, hein, même en interne. On a toujours eu beaucoup de difficultés, si j'ose dire, à, euh, à faire en sorte que ce perso soit compris, soit suivi. Alors, faut se méfier un petit peu de. Je sais plus si c'est Greg Berlanti ou un autre showrunner qui travaille avec la CW qui avait dit qu'il recevait toujours tu sais, les notes Mhm. de sa chaîne et qui disait ce personnage n'est pas assez likable. Et je crois qu'il avait raconté un jour dans un podcast qu'il avait mis likable entre parenthèses après le prénom des personnages. Et d'un coup, les studios avaient arrêté de lui dire tiens, vos persos sont pas assez likable, les gens ne les aiment pas, tu vois. Donc, Ouais. faut se méfier un petit peu de ces commentaires, on va dire un peu faciles de ah mais Mhm. Maeko elle est pas vraiment cool en fait, on la comprend pas, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait un vrai truc. Je me souviens arriver et me dire ah ouais on est sur un challenge moral d'entrée de jeu dans le prologue, est-ce que les gens peuvent adhérer à une telle proposition? Mhm. Je pense qu'il y avait de l'ambition derrière tout ça, il y en a toujours, hein. On a globalement pas vraiment changé ce qui se passe. Par contre ça et là ouais ça a été un petit peu ma mission de faire en sorte que peut-être on comprenne un peu mieux ses motivations, qu'on sente quelque chose d'humain et de complet chez elle, en fait, qui n'est pas ce côté presque peut-être un peu trop robotique, tu vois, qu'on pourrait imaginer d'un exécutant de la Weyland-Yutani. Au final, c'est pas Ouais. si incohérent, mais je pense que peut-être beaucoup de gens se disaient, bah ouais, mais en fait, est-ce qu'on a envie de suivre les aventures d'un tel personnage? Donc j'espère qu'on a essayé de la rendre malgré tout un minimum, enfin, ouais, de compréhensible, je sais pas si c'est le terme, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même, Si, si, si. je veux pas spoiler encore à ce stade du podcast, mais il y a énormément elle passe à travers énormément d'étapes qui sont particulièrement difficiles, je pense pour n'importe qui. Et c'est vrai que moi ça me semblait insensé de dire oui bon bah du coup ce personnage a fait ça, mais il va bien, il va pas mentir, il va pas se Mhm. couvrir, il va pas essayer de négocier, il va juste être un héros quoi. Et pour moi il fallait que elle devienne héroïque d'une manière, on va dire, réaliste est un bien grand mot, mais peut-être il y avait des étapes en fait Progressive, ouais, tout simplement, ouais. exactement à Ouais. passer et il y a plusieurs scènes qu'on a changé un petit peu de ce point de vue-là. Après, je pense qu'il y a aussi un truc très, très basique, mais qui en dit, je pense, assez long sur comment ces choses-là se font. Si je peux un peu dédramatiser tout ça, c'est que Matthew Ward, qui me précède du coup, et qui avait déjà taffé avec Tindalos sur leur précédent jeu, c'est quelqu'un, je me permets de le dire parce qu'il me l'a avoué lui-même, mais de quelqu'un de très introverti. Et donc Maiko, elle était très introvertie. Et du coup, je pense que il me l'a dit Mhm. lui-même, j'ai pas de complexe à l'écrire comme ça parce que je sais ce que c'est d'être comme ça. Moi, je ne sais pas. Donc, du coup, je pense Ouais. qu'il y a peut-être, tu vois, des petits trucs, des petites manières, des petites punchlines, des petits trucs qui sont peut-être plus proches de ma personnalité et qui, j'espère, ont ramené un petit peu, tu vois, de chaleur dans un perso qui, d'entrée de jeu, était très froid par rapport à ce qu'il faisait, mais par rapport à ce qu'il était aussi. Donc, effectivement, ce perso-là nous a demandé pas mal de taf. Après, par rapport au côté caricatural, on va pas se mentir, je pense que tous nos persos le sont aussi. Bien L'idée sûr. étant de pas forcément réinventer la roue, mais d'essayer de faire d'autres choses avec justement les archétypes que la franchise a établis. Après, personnellement, Cameron est quelqu'un que j'admire pour sa capacité à transformer les idées les plus caricaturales en des concepts qui peut étirer sur plusieurs films. Bon, je pense beaucoup à Avatar à ce moment-là, mais parfois on sent même que des personnages s'incarnent à travers différents acteurs, mais quasiment, tu vois, c'est quasiment la même idée Mhm. entre je sais pas, un True Lies ou d'autres choses. Et ou même Strange Days, tu vois, quand c'est pas lui qui réalise, Ouais, ouais, tu sens, ouais. mais tu sens qu'il part en fait de ça parce qu'il se dit les gens vont comprendre tout de suite. Et ensuite, je les amène vers autre chose et je fais passer soit quelque chose d'amoral ou un concept de science-fiction assez balèze ou assez obscur. Et de ce point de vue-là, Avatar, ça m'a toujours un petit peu fasciné, mais alors que quand j'étais ado, je trouvais ça quand même relativement débile et simpliste. Et plus je vieillis, et plus je me dis, putain, mais c'est dingue ce qu'il arrive à. Les gens, en plus, ils parlent à une génération. Enfin, moi, j'ai été voir le deuxième Avatar avec mes parents et j'avais ma mère en pleurs pendant un quart d'heure sur la fin du film. Et je me dis, bah, en fait, c'est pas tous les films, quoi. C'est pas tous les réalisateurs. Donc en Ouais. fait, je me dis ce côté archétypal et ce côté aussi un peu bourru, fan du fait militaire, des flingues et tout. Genre, c'est une critique je me,
à laquelle je me préparais, parce que je me suis dit, en fait, on est tellement inspiré par ce film, c'est évident qu'on va reproduire certaines des critiques, en fait, Bien qu'on sûr. a pu le faire à travers les âges. Mais je savais, en fait, ce qu'il y a derrière Cameron et cette vérité, je pense, un peu émotionnelle, cette intelligence qu'il a. Que je ne prétends pas avoir loin de là, mais du coup, en fait, on essayait d'aspirer quand même à ce truc-là, en se disant, vu que nous, en plus, on a tous ces personnages, toute cette boîte à outils, quoi, si j'ose dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces outils, qu'est-ce qu'on propose de nouveau. Alors ça m'a fait beaucoup rire parce que pas mal de gens ont dit, bon, à ce stade, le jour où il y a quelqu'un de la Wayland qui est quelqu'un de moralement bon, c'est un twist, quoi, tu vois. Et donc, bah, on n'est pas si loin non plus de cette idée, donc je trouve ça intéressant. J'ai vu un post Reddit je crois que le truc qui m'a le plus fasciné, c'est vraiment un post Reddit qui parle de ce personnage de Meiko, et tu vois, qui dit, mais est-ce que c'est quelqu'un de bien ou pas? Et là, je me suis dit, waouh, putain, en fait, je repense à tous ces déjeuners qu'on a fait avec Romain en se posant la même question, en se disant, est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que les gens vont vouloir suivre ce personnage? Est-ce qu'ils vont avoir des débats là-dessus? Puis on se disait, waouh, si on se plante, ça va être tellement, on va prendre tellement cher. Et en fait, c'était, je sais pas, super intéressant de voir même les gens qui avaient détesté ce personnage, qu'est-ce qu'ils avaient à dire en fait. Et donc c'est un petit peu comme ça qu'on l'a joué. Alors après, je sais pas, peut-être que je suis un peu hors sujet par Non, rapport à ta non. question, mais Non, 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 justement, au contraire, c'est un peu ce que je cherchais, tu vois. Parce que, oui, justement, en fait, moi, en tant que joueur, quand j'ai appréhendé le jeu, voilà, j'interviens un peu, mais moi, quand j'ai vu Meiko au début, sans savoir vraiment ce que c'était, j'avais juste peur que ce soit replay, en Mhm. fait. Parce que je vois une meuf dans la saga Alien, je me suis dit, est-ce qu'ils m'ont écrit une replay à Wannabe? Et du coup, j'étais plutôt content de voir un employé de la Wayland qui a, au début, je fais mon devoir, je vais activer tel truc, Mhm. et ah merde, c'était pas forcément peut-être le truc à faire tout de suite, et qui va essayer de, entre guillemets, rattraper sa connerie. Et enfin, je trouve l'évolution, voilà, je vais pas dire que c'est le personnage le mieux écrit de toute l'histoire de l'humanité, bien sûr, mais je trouve que mais pas loin quand même. Enfin, voilà. Non, derrière mais Ulysse, quoi, on est juste là, quoi. voilà, on est juste là, ouais, on est Ouais, juste derrière Homer, et ouais, bien sûr, bien voilà. sûr. Non, non, mais on Mais s'entend. voilà, c'est pour ça que je t'ai invité d'ailleurs. Bien sûr. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant comme personnage à voir dans la saga Alien en fait. Ouais, Voilà. bah, j'étais Si content tu- d'arriver sur. Ça a été un des gros défis, mais je trouvais qu'il y avait vraiment un truc cool à se dire. En fait, pour moi, j'ai toujours vu comme une sorte de miroir de Ripley, mais au sens, si Ripley est en col bleu, ça c'est Ripley en col blanc, quoi, tu vois. Il y a vraiment ce côté, ouais, Ouais, bon, bah, du coup, elle va avoir une attitude très corporate, très professionnelle. À la fois, c'est quelqu'un qui va couvrir ses arrières parce que on imagine, elle évolue dans un milieu de requins, etc. Je crois que c'est Matt, c'est justement en me passant le bâton de manière très élégante par ailleurs, parce qu'il m'a dit voilà, tu peux changer quoi que ce soit, vas-y, n'hésite pas. Et il me disait, enfin, si tu as eu un jour des boss absolument horribles, un environnement corporate, le pire que tu puisses imaginer, etc., tu trouveras vite comment faire en sorte que tout ça soit crédible. Et donc du coup, bien sûr pour la backstory de Meiko, j'ai pu me plonger, je pense, assez facilement dedans. Et après pour écrire notamment Price, qui est du coup sa supérieure, là aussi, bon, ça a été un vrai bonheur. Alors je commence à avoir un truc, puisque j'ai aussi écrit un autre jeu en parallèle, et j'aimais beaucoup écrire les vilains du jeu. Et alors je sais pas pourquoi là, c'était Price, à chaque fois que je l'ai écrit. J'étais super content, je trouvais que ces lignes de dialogue c'était juste trop marrant. Enfin, j'avais même pas à réfléchir, ça venait tout seul. Je ne sais pas ce que ça dit sur moi. Est-ce qu'un jour j'ai eu des boss, une boss horrible avec une pixie cut? Non, je ne sais pas. Mais du coup, effectivement, c'était super. Enfin, je pense que c'est beaucoup de choses aussi qu'on a tous vécues ou qui maintenant font partie d'un espèce d'imaginaire qui est un peu bizarre quelque part, ce côté, on est tous au courant que le capitalisme, c'est ce grand ennemi, et Aliens nous le dit depuis des années, mais en mm, fait on continue quelque part un petit peu de l'explorer avec une sorte de, tu vois, de sourire en coin bien à sûr. travers ces histoires-là. Donc je trouvais que c'était Bah, assez marrant, enfin c'était un personnage assez marrant à écrire. mm. Et globalement, en fait, après, c'est plus les Marines, je me suis aussi beaucoup amusé, et Harper a beaucoup
de lignes de dialogue très gamifiées où il faut expliquer un peu aux joueurs ce qu'il doit faire, etc. Donc c'est un peu plus conventionnel, mais ce qui était intéressant, c'était de se dire ah ouais, mais du coup là j'ai tout jargon militaire, etc. qui moi personnellement me fascine. Donc du coup là aussi je me suis un petit peu j'ai pu m'amuser. Donc je sais pas à quel moment je me suis pas amusé. Je suis en train de me dire que je te fais la même réponse à chaque fois. Ça fait très corporate Ouais. moi-même. Je ne suis pas sous contrôle de la Welland du tennis, je vous le promets. Non, mais Ouais. vraiment, on avait des personnages qui étaient assez hauts en couleur. Et en fait, à chaque fois, bon, il y en a quelques-uns qui sont vraiment leur archétype. Je pense, tu vois, par exemple, à Hunslet, la pilote qui fait des vannes, etc. On avait déjà vu ça ailleurs. Oui. Et elle a un tout petit rôle. Mais pour ceux qui avaient vraiment un truc connecté à l'intrigue, il y avait toujours quelque chose de fort. Il y avait toujours une motivation. Et c'est là où moi je salue le travail de tout le monde chez Tindalos parce qu'il y a quand même toujours cette idée de dire ok, on a cette franchise, elle est massive, on a ce bac à sable, mais on va pas faire le château que tout le monde a déjà fait en fait, on va essayer de Hmm. faire autre chose. Et à plus petite échelle avec les personnages, je pense qu'il y avait quelque chose d'assez vrai. Donc Maeko avait ce truc un peu original, Harper a aussi une backstory un peu différente de ce qu'on a l'habitude de trouver, qui vient bien sûr du reste de l'univers étendu, mais donc il y avait toujours un petit, comment dirais-je, tu sais, une petite pincée de sel, un petit bout de Hmm. piment qui traînait et que je trouvais intéressant, qui moi personnellement me motivait parce que c'est vrai que même si c'est cool de se baser sur les archétypes et d'écrire des punchlines militaires, je sais faire, mais je me suis I rendu have a compte job to que do. c'est ça. Je me suis vite rendu compte que c'était assez répétitif en fait s'il n'y avait pas Ouais. une carotte au bout, un truc un peu plus profond quoi. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé sur les différents Hmm. personnages. Puis après, c'est beaucoup les voice actors, hein, Hmm. enfin les doubleurs, je vais parler en français, qui ajoutent énormément de cachet à ce qu'on écrit ou non, en fait, hein, ça dépend, parce que des fois, en fait, on tombe un peu à côté de la plaque et puis on se dit en cabine que on va rafistoler un petit peu les punchlines ou les différents dialogues pour que ça colle un peu mieux. Mais typiquement, Juliana Kurokawa, qui a fait la voix de Maiko, elle a vraiment réussi à vendre, je pense, le truc. On entend pas mal, tu vois, ses respirations, des choses comme ça. On sous-estime un petit peu, enfin moi en tout cas, ça m'a vraiment bluffé, quoi, tout ce travail qu'il pouvait amener, enfin toute cette humanité en fait qu'il pouvait amener. Bien sûr, Ouais. avant ça, il y a toute la mocap et nos acteurs de mocap et notre actrice pour Maiko Kimi, elle a été super aussi et c'était déjà ouf en fait de voir en fait le perso à chaque étape, tu vois, devenir un peu Bien plus sûr. crédible, un peu plus ouais, un peu plus impressionnant quoi. Et c'est très bizarre parce qu'au départ c'est juste une ligne de dialogue et d'un coup ça devient quelqu'un qui le dit et qui l'incarne physiquement avec la tenue de mocap et puis après c'est quelqu'un qui le dit en cabine puis après tout ça se mélange et c'est autre chose, enfin c'est la somme de notre travail, du coup c'est assez étrange en fait Hmm. Je vois ce- comme sensation. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et notamment là, du coup, on parlait d'évoquer, enfin de pas forcément, tu parlais de faire un château de sable, pas forcément celui que les Indiens attendaient, tu prenais un peu cette métaphore-là, on va dire. Mais en même temps, vous évoquez les 4 films aliens en fait. Et oui. J'ai réussi à trouver, il y a vraiment, il y a la mission 8 qui s'appelle littéralement Le Passager. Mhm. Voilà, tout ce qui est, bon, minor spoil, mais dans le bestiaire, tout ce qui est la secte, ça fait beaucoup écho à Alien 4 aussi. Euh, bon, Alien 3 est dans le bestiaire quasiment, Mhm. enfin, il est carrément là. Et bon, Alien 2, c'est le jeu. Donc, c'est assez, enfin, je trouve ça assez habile et cool en fait, parce que du coup, ça flatte aussi l'ego des fans un petit peu de ah, j'ai reconnu ça, j'ai reconnu ci, voilà. Et en parlant de ça justement d'évoquer c'est une question un peu qui peut-être un peu hors sujet mais concernant je sais que tu es fan de Warhammer. Je sais que tu es un grand fan de Warhammer. Est-ce que tu as puisé un peu dans Warhammer L'ère de pour Darwin. écrire voilà. Ouais, bah, beaucoup de gens ont. En fait, l'idée, la comparaison avec Warhammer 40 000 est assez évidente parce qu'il y a une Bien sûr. faction qui. Alors en fait, c'est même une histoire, attention, accrochez-vous, c'est le moment Père Castor, le moment nerd de ce podcast. Puisque en fait, effectivement, Warhammer 40 000, qui aujourd'hui s'amuse à vraiment protéger le plus possible son IP, a jadis pillé toutes les IP qui existaient à l'époque, notamment Alien, hein, qui était sorti du coup quelques années avant.
Puis Aliens est arrivé, et là, du coup, il a repris encore plus de choses. Et donc, il y a cette espèce qu'on appelle les tyrannides à Warhammer 40 000, qui sont ni plus ni moins, en fait, une espèce de dérivé, en fait, du xénomorphe. D'ailleurs, les extraterrestres sont nommés les xénos du point de vue impérial dans Warhammer 40 000. Donc là aussi, bon, après, c'est la racine de xénophobes notamment, etc. Donc l'étranger, mais bon, peu importe. Ils ont le cycle de vie en commun, ils ont beaucoup d'éléments visuels qui viennent de Giger. Et en fait, du coup, il y a une secte, il y a une faction à Warhammer 40 000 qui est une autre faction qui vénère cette première faction. Donc là, on se retrouve sur la même idée avec Dark Descent, mais il se trouve que, c'était effectivement quelque chose qui était abordé dans plusieurs morceaux de la saga Alien avant. Notamment, je crois, un des scénarios avortés du troisième film. Puis les comics de Dark Horse dans les années 90. Donc nous, en fait, on a, si tu veux, donné vie à un concept qui est latent dans cette franchise depuis longtemps, mais qui s'est concrétisé, si j'ose dire, dans la copie plutôt que dans l'original. Ouais. Et nous, on revient avec forcément un truc qui est... Et puis c'est pas un secret, Warhammer 40 000 est très proche du cœur de Tindalos aussi, puisqu'on a fait 2 jeux... dans cette franchise, donc voilà, c'est évident qu'on y a pensé. Après, je sais pas si les gens qui ont conçu par exemple le look des personnages y ont pensé. J'ai vu des versions alternatives de l'ère de Darwin où ça y ressemblait peut-être un peu plus. Je pense qu'au final ce qu'on a fait est légèrement différent, et puis c'était quand même un truc sur lequel on a dû beaucoup c'était un peu un champ de mine, si tu veux, parce que en gros des fois on se disait, tiens, c'est un peu comme... Ah, puis là, on avait un espèce de truc, ah ouais, mais si c'est comme le cult Gene Stealer, on va se faire attraper. Donc on essayait de s'en éloigner, puis au final, on avait des retours où les gens disaient, là, ça fait trop penser à... Et du coup, on se disait, bah ouais, mais en fait, est-ce qu'on peut vraiment, tu vois, le côté déjà sci-fi avec un look industriel, etc. Enfin, je veux dire, oui. T'as Dead Space aussi en version vidéoludique, et qui a beaucoup inspiré d'Aliens, et en fait, bon, tout ça, tu sais, c'est l'Ouroboros, quoi. C'est le serpent qui se mord la queue, donc ouais, au final, c'est d'ailleurs le logo de la saga Alien, si je dis pas de bêtises aussi. Donc le mec essaye de faire un parallèle intelligent pour s'en sortir. Non, forcément on y a pensé, moi je vais être honnête, enfin moi j'y ai pensé, je vais pas inclure d'autres gens. Après je sais que j'en ai aussi beaucoup discuté avec Romain sur notamment les parallèles de qu'est-ce que, voilà. Et en même temps, notamment, ouais, dis-moi. Notamment le protocole Cerber. Ah, le protocole Cerber, bizarrement, tu vois, c'est... Qu'est-ce qui te faisait penser à tout ça? Peut-être le côté en fait, juste... en fait, c'est le côté que moi, alors je joue au jeu de mon côté, et je l'ai conseillé à des potes qui sont fans de Warhammer et qui m'ont dit que ça les faisait penser que justement dans Warhammer il y avait ce côté de mise en quarantaine d'une planète, stérilisation par arme nucléaire. Et effectivement, le fameux exterminatus et tout ça. C'est vrai que j'y ai même pas pensé, mais tu vois, en fait, on touche à... En fait, mais c'est la SF, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, tu touches à des thématiques immuables, quoi. Puis tu touches à un truc inconscient et tu te dis, ouais, en fait, c'est trop marrant de se dire, il y a ce culte-là qui me fait penser à ce... Moi, en l'occurrence, en plus, j'ai eu pendant un temps une armée de cult Gene Stealer, ce concept, en fait, de mecs qui sont assez fous pour penser qu'une créature venue de l'espace va les sauver. Enfin, c'est quand même super fascinant, mais ça remonte aussi à des obsessions qui sont, je pense, à la fois communes à Scott, parce que lui était quand même fasciné par ce côté un peu, alors certes prométhéen, christique, mais il y a aussi un peu, je pense, tu sais, un peu toutes ces espèces de, je sais pas trop comment dire, ces espèces de tu sais, de religion un peu parallèle, New Age, à base de, tu sais, la théorie des anciens astronautes, qui est littéralement reprise dans Prometheus, tu vois. C'est le scénario de Prometheus, et puis surtout que c'est un... Alors, ça c'est le truc cinéma, mais il plonge vachement là-dedans, Scott, après la mort de son frère aussi. Oui, il y a quelque chose où il se raccroche au divin après la mort de son frère, donc je pense que oui, c'est vachement influencé par ça aussi. Et donc du coup, on est dans un truc où en fait, on se demande toujours, est-ce que c'est... l'œuf ou la poule, et bon là en l'occurrence on a les mains entre guillemets, si j'ose dire, pris dans le sac, parce que forcément on a fait des jeux basés sur Warhammer 40 000, alors sur lesquels moi j'étais pas impliqué mais auxquels j'ai joué et qui m'ont donné envie de travailler avec Tindalos en premier lieu, parce que je voyais l'amour pour une IP que moi j'adore et que j'ai retrouvé aussi sur Aliens. Effectivement on y a pensé, mais c'est assez marrant de voir comment les gens peuvent en fait quelque part se dire, ah ça c'est sûr, c'est une référence
à Warhammer. Alors qu'en fait, souvent, soit c'est en lévitant qu'on la met en lumière, ou soit en fait on a été chercher complètement ailleurs, quoi. Donc du coup, c'est des choses comme ça. Le protocole Cerber, en l'occurrence, je crois qu'on n'a jamais parlé de Warhammer par rapport à ça. Mais je pense que c'est parce qu'on était beaucoup trop, comment dirais-je, bah, occupé à travailler sur ce culte et à essayer de le Bien rendre sûr. unique en son genre, quoi. Ok. Bah voilà, comme ça on a brassé plein de questions en une seule fois. Ouais, bah C'était voilà, voilà, avec super. plaisir. Super. Bah, du coup, en parlant du culte, voilà, on va commencer un peu plus à spoiler. Donc, pour les personnes qui voudraient se réserver, enfin le jeu, le faire, ben, je vous invite. Je mettrai de toute façon un timecode à partir de quand ça spoil déjà dans la vidéo sur le résumé. Mais je vous invite à, si le jeu vous donne envie, d'aller le faire maintenant et de revenir plus tard si vous voulez pas de spoiler. Donc voilà. Donc, ouais, dans le scénario, on a un bestiaire quand même de 14 bébêtes. Et N'est-ce pas? je m'attendais pas à ce que ce soit autant varié, je t'avoue. Mhm. Parce que c'est vrai que c'est toujours le truc. Je me dis, oui, bah alors passer le xénomorphe, passer le chien, passer le facehugger et passer la reine alien. Je me suis dit, est-ce qu'on va avoir d'autres choses? Et du coup, c'est vrai que bah, du coup, on a vraiment bah, les fanatiques, les. Juste les ouvriers en plus. Mhm. Euh, on a les aliens un peu améliorés, Il y a les les prétoriens. prétoriens, après il y a les gardiens de l'ordre de Darwin. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a? Il y a les soldats Crusher. de la Welland. Voilà, il y a le Xéno-Titan aussi qui sort du corps des ingénieurs, du coup. C'est bien parce que. Ah ah, Ok. ça c'est une grande question, n'est-ce pas? Exactement, Ouais. mais bon, ça j'ai trouvé ça très intéressant. On y reviendra. Et du coup, ouais, tout ce bestiaire, là tu vas pouvoir me dire, mais ça sort des comics peut-être? Ça sort l'inspiration du bestiaire Je crois que le un peu Crusher plus? vient de Alien versus Predator, le jeu, ou Alien Colonial Marines, je sais plus, un des deux. Enfin, je crois que le Crusher dans sa première version c'est vidéoludique. Et après, il est Ok. passé dans les comics, il me semble, parce que je sais que quand j'ai écrit le bestiaire, je me suis un peu, on va dire, voilà, renseigné sur toutes les apparitions, Hmm, mais pas forcément que des créatures, aussi des armes, etc., des technologies. hmm, Mais effectivement, le Crusher avait déjà fait des apparitions. En fait, je crois que le seul qu'on crée réellement, c'est le Xénotitan. Et ouais. les autres, en fait, ont déjà eu des apparitions dans d'autres franchises, enfin d'autres opus de la franchise. Ce qui est plutôt cool, c'est que par moment, on se base même sur des trucs assez rigolos. Par exemple, la différence entre le drone et le guerrier. Donc le drone, c'est le xénomorphe du premier film, le guerrier, Hmm, c'est le xénomorphe du deuxième film. Visiblement, en fait, c'est plus une sorte d'erreur ou d'improvisation sur le tournage parce qu'on n'avait pas Giger et que Cameron voulait un hmm. look légèrement différent et plus une carapace plus segmentée, je crois, pour la caméra sur l'alien, ce qui donnait l'impression, je crois, au spectateur que l'alien était complètement différent alors que en fait dans sa tête c'était le même, et je pense que pour James Cameron il n'y a pas de drone ni de guerrier, mais ça Oui, c'est une logique vidéoludique slash tu vois construction d'univers étendu qui est super intéressante. C'est cette couche en bien fait, sûr. ces surcouches qu'on rajoute a posteriori et qui ensuite est limite reprise par d'autres gens, et nous on en fait partie. Et moi je trouvais ça super intéressant de dire ok, alors quand est-ce qu'on révèle le guerrier par rapport au drone, parce que nous autres nerds on sait qu'il y a une petite Une différence quand même différence. dans le lore, etc. Et ouais, on n'a pas été chercher non plus tout ce qui a été fait. Je crois qu'il y a des aliens ailés, des aliens de couleur, etc. Mais Oui, oui, puis même Marvel, depuis qu'ils ont récupéré, ils ont créé leur propre truc à leur sauce aussi, donc oui, effectivement, j'ai vu passer deux trois trucs d'ailleurs dont je n'avais jamais entendu parler. Mais ouais, donc il y aurait encore effectivement des choses à faire. Mais l'idée d'avoir le bestiaire, je pense, c'était aussi bah, le côté mini-boss, le côté challenge Hmm, qui évolue. Et puis de mettre aussi en scène, bah, comme tu le disais, des trucs un petit peu emblématiques de cette franchise, et notamment le runner, donc, qui est l'alien hmm. du troisième Du film. 3, ouais. D'ailleurs, je dis l'alien, les puristes saignent par tous les pores, mais effectivement, le xénomorphe, pardon, du troisième film. Oui. Et le Bambi, l'alien Bambi ou Baby, je ne sais plus comment le surnommer Giger, je l'ai vu au musée, sa sculpture de base est absolument terrifiante. Ah oui? Ouais, ouais, il est encore plus petit et plus compact, donc on dirait vraiment une sorte de petit veau qui vient de naître, tu vois, dans ce côté un peu bizarre Hmm, comment on appelle ça, des mammifères voilà, qui sortent du ventre de leur mère et qui ont un petit côté quand même un peu chelou, voilà, donc il allait piocher l'horreur partout où
où elle pouvait. Et je pense, alors je ne sais pas, parce qu'il a habité un temps à Gruyère, mais c'était peut-être pas à ce moment-là qu'il dessinait cette bestiole-là, mais je me dis, il y a beaucoup de vaches en Suisse, donc qui sait, peut-être que c'est plus une... D'ailleurs, je crois que dans une des versions de Fincher, c'est pas un chien, mais une vache, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est Donc, oui, non, oui, t'as raison. donc T'as c'est raison. un runner, mais c'est pas forcément... voilà, c'est à quatre pattes, quoi, c'est ça qu'il faut Voilà, retenir. c'est un alien qui se déplace à quatre pattes, Exactement. exactement. Donc voilà, et pour revenir un peu sur le protocole Cerber, parce que je t'ai vu tweeter aussi là-dessus et que t'as pas mal bossé dessus, du coup, comment t'as pensé le truc? Parce que je sais que tu l'as repris, c'est ça? Ouais, je l'ai repris parce qu'il était le prologue existait quasiment sous sa forme actuelle. On a changé pas mal de dialogues, mais en fait, dans sa structure, il a pas beaucoup bougé. Il existait déjà tel quel, mais le protocole Cerber faisait partie un petit peu des choses que les gens avaient du mal à comprendre. À la fois visuellement, comment ça marchait, à quoi ça servait, Alors, qui l'avait attends. activé, quoi. Parce que du coup, pour les gens qui seraient encore dans le podcast et qui n'ont pas fait le jeu, Oui, le protocole Cerber, du coup, c'est l'enjeu du prologue. C'est donc notre protagoniste qui, pour empêcher on va dire, la contamination et la propagation de l'infection xénomorphe, va activer un réseau de satellites qui empêche tout départ et entrée sur la planète. Voilà. exactement. Et donc, du coup, il fallait un petit peu expliquer comment ça fonctionnait, pourquoi ça avait été créé, pourquoi réellement ça avait été créé, et aussi les différentes phases en fait qu'avait ce protocole. Euh, du coup, il y a eu énormément. Alors ça fait vraiment partie du taf de narrative design, tu sais, sur du côté vraiment très problem Mm. solving, de comment on fait en sorte de rendre ça crédible et aussi de, comment dire, de caler ça avec le gameplay. Parce que pour vous Mm. faire une petite confidence par exemple, on a cette plateforme qui normalement nous interdisent d'aller en dehors de la planète, de quitter la planète, mais on avait une mission 5 qui devait se passer dans la station où se passe le prologue et la station qui active le protocole. Et donc du coup on se dit, est-ce que ces missiles t'empêchent éventuellement de Sur retourner Pioneer. sur la station où tu es censé pouvoir activer et désactiver le protocole. Ça serait quand même un peu con que tout shoot, voilà, tout soit shooté dès le premier coup, il n'y a pas de protocole de non-retour. L'avantage c'est qu'on se base aussi sur voilà, tout ce côté un petit peu machiavélique de la Wayland qui a un plan de contagion pour à peu près, voilà, c'est voilà, un plan B, un plan C, etc. Donc du coup, on a pu un petit peu s'inspirer de tout ça, mais je sais que j'ai fait des longs documents dont on voit pas forcément la couleur dans le jeu, mais c'est souvent très important pour les développeurs et pour les partenaires aussi d'essayer de comprendre, de dire ok, donc il a été créé plutôt à telle époque par tel mec avec telle vision, puis un autre gars a installé cette sécurité-là par rapport à telle autre vision qu'il avait. Et puis, vu que c'est bon, voilà, les exécutifs de la Wayland qui se tirent dans les pattes, on se retrouve avec limite une arme de destruction massive, mais qui est contrôlée par des intérêts privés. Donc, forcément, il y a des choses un petit peu qui peuvent dérailler. Mais ouais, typiquement, c'est un des challenges un peu, j'allais dire stupide, pas au sens idiot, tu vois, en mode c'est vraiment trop con ces mecs chez Tindalos, mais non, mais il y a vraiment, tu sais, le truc vraiment très, très mécanique de bah ouais, en fait, on finit par se dire que tous ces comment on appelle ça, ces MacGuffins, ces devices, tu vois, tous ces machines en fait qu'on voit dans les blockbusters ou dans les jeux vidéo, si elles sont pas un minimum écrites en amont pour nous, pour qu'on comprenne, les gens vont jamais comprendre quel est l'enjeu. Oui, Alors que là, l'enjeu est finalement assez simple. On ne peut pas quitter la planète sans désactiver ce truc-là, c'est ça. ou le retarder à défaut. Donc, effectivement, ouais, ça a demandé pas mal de taf. Je ne sais pas si on a entièrement réussi. Je laisserai les gens, je les laisse juges de cet aspect-là des choses. Mais effectivement, nous, ça nous a demandé pas mal de travail, ce qui peut paraître en fait surprenant pour un truc finalement aussi mécanique, aussi anodin. C'est presque de la toile de fond, quoi. À ce niveau-là, oui, il y a les satellites. Bah, c'est l'enjeu principal en finalité dans le scénario. Ouais, au final, ouais. Ça en devient l'enjeu Ça en principal. devient, mais tu vois, une fois que tu montes l'alien, moi je suis à peu près persuadé que les gens, pour eux, l'enjeu principal c'est de dégommer du monstre ou Buter. d'y échapper, Oui. tu vois. Donc Bon, quand... je savais qu'il fallait quand même que, une
fois la star arriver. Bon, après, on mélange tout ça en Ouais, fait dans le prologue, c'est ça qui est ouais. intéressant. Ouais. D'ailleurs, très belle entrée en scène, je trouve. Ah ouais, j'adore. Moi, Ouais, j'adore. dans son ambiance mécanique, qui sort vu que le xénomorphe il est inspiré de moteur de moteur Ouais, et de de carlingue de tuyaux. bagnole, Ouais. de le sortir justement de cet amas de tuyaux qui contrôle le protocole serveur, c'est une super entrée en Ouais, scène. le plan est super et ça c'est Mm. full credit tout de Cinematic Team. Ouais, Ils ont vraiment, je sais pas qui a suggéré ce plan, mais il est trop bien. On le c'est revoit ça. beaucoup sur Twitter en ce moment, ces derniers temps. Je m'en suis servi, c'est le seul plan que j'ai fait. J'ai fait la bande-annonce du Ah podcast bah de toute super, façon, donc ok, trop cool. voilà. Euh, Ouais, du coup, oui, je disais, ça devient un peu vraiment l'enjeu principal parce que, en finalité, quand t'as le compte à rebours qui se met en route, ce que je disais, c'est que ton rapport au jeu change un petit peu, en Bien fait. sûr, En ouais. tant que joueur, ton rapport à ce qui se passe. Parce que c'est vrai que moi, sur mes premières phases de gameplay, j'y allais un peu à tâtons. Et là, je disais, vas-y, je me rapatrie, je me remets, je reviens, je fais des déploiements. Et paf, t'as le compte à rebours de nucléarisation de la planète qui s'active. Et tu fais, ah! Bon, Oui, peut-être faire les missions différemment à ce moment-là. complètement. Bah après, ouais, c'est le côté. En termes narratifs, on appelle ça un time lock, je crois. Hein. C'est Oui, vraiment le bah oui, bien principe sûr. voilà, de dire t'as toujours un truc qui tourne en fond et dans la tête du joueur. Je pense que c'est limite encore plus fort qu'au cinéma parce qu'on sent vraiment ce côté actif et notamment ce que tu racontes sur le côté combien de déploiements tu oses utiliser pour chaque mission. Et ça, c'était C'est super ça. plaisant de pouvoir jouer avec ça, même si encore une fois. Mm. Ça, c'est un truc purement gameplay et une fois qu'il est installé, en fait, quelque part, moi, je peux me permettre de me laisser un petit peu porter par cet enjeu. Mm. Faut bien sûr que les personnages le rappellent, ce qui parfois peut-être oublié de faire ou que nous-mêmes on oubliait de faire. On se disait, ah oui, il est quand même censé avoir une pression en fait sur les épaules de ces Oui, personnages. Ça se c'est passe ça. certes sur quelques jours, mais il faut quand même savoir le résumer et le rappeler le plus régulièrement possible. C'est ça. Et en parlant des personnages, notre cher sergent Harper, il a une petite capacité particulière qui du coup fait qu'il a une certaine résonance avec les xénomorphes. Du coup, une résonance qu'il partage avec sa fille. Et est-ce que en fait tu t'es servi de ça? Est-ce que c'est un élément de pure narration qui sert pour le scénario, ou est-ce que justement tu l'as pensé en élément justement qui vient aussi servir dans la macro du jeu pour indiquer justement toutes ces vagues d'aliens? Est-ce que tu l'as pensé comme ça ou pas? Bah, quand je suis arrivé, il avait déjà ces pouvoirs-là et le jeu était, en termes de gameplay, fonctionnait déjà sur ce système. Donc, Ouais. je ne sais pas ce qui est venu en premier. Connaissant un petit peu l'équipe, je pense que c'est quand même parti soit du RPG Alien, soit de Dark Horse, enfin des comics de Dark Horse, soit les deux. En l'occurrence, peut-être plus des comics avec cette idée d'empath en fait, Mm. avec la ruche. Et je pense qu'ils ont voulu explorer ça. Et étant des gros amateurs, effectivement, de JDR et de Wargame, etc., je pense qu'ils y ont tout de suite vu à la fois une mécanique et l'opportunité de raconter une histoire. Parce que Romain, pour son crédit, par rapport je pense, à peut-être pas mal de gens dans l'industrie, vraiment une grosse appétence quoi, pour ce fait narratif. Quoi. Et donc, effectivement, il rebondit toujours un petit peu. C'est-à-dire qu'une mécanique n'est pas pas forcément une pure mécanique pour lui. Quoi. Il va se dire, ah, on peut y rajouter une petite partie narrative. Et moi, à l'inverse, quand je propose des idées, je me dis, tiens, ça peut coller, ça peut amener peut-être alors, créer une mécanique du gameplay, c'est assez rare, surtout quand tu arrives en cours de production, mais Bien on sûr. a pu le faire. Hein. Par exemple, dans la mission 6, il s'agit de sauver ou non certaines personnes. Et ça n'existait pas avant. Donc, savoir s'ils sont infestés, s'ils méritent d'être sauvés, etc. Oui. C'est un petit truc qui n'existait pas dans la mission 6 avant que je travaille avec Ludo, qui était son level designer spécifiquement sur cette mission. Donc, c'est une idée qu'on s'est dit, tiens, on pourrait faire ça, et est-ce qu'on peut se le permettre? Et bon, alors, certes, avec des fenêtres pop-up, et on n'a pas inventé une mécanique trop chère non plus, mais c'est typiquement le genre d'exemple que j'aime bien donner, parce que ça prouve qu'on peut toujours, quand même, toujours un peu, tu vois, créer une Mm. narration, voir. Enfin, le gameplay et l'histoire peuvent s'entrechoquer et faire un peu des étincelles. Mais ouais, bref, je pense qu'effectivement, Romain, dans le concept original, et par la suite, ce que l'équipe a développé autour de Harper, c'était évident que c'était quelqu'un qui permettait ça et qui était hyper lié en fait au gameplay, donc il était super important. Maintenant, ils se sont pas interdits de le malmener un petit peu dans l'histoire, y compris de Oui. l'abandonner pendant un temps, Oui. ce qui a créé en fait
cette question toute bête de ouais, mais du coup, si on n'a plus Harper avec nous, est-ce qu'on n'a plus LED? Et en fait, là, on a fait une petite abstraction comment dirais-je, on a pris un petit peu cette liberté de dire, bah, en fait, on est à partir de telle mission, on est plutôt tard dans le jeu, on suppose que les Marines commencent à avoir une sorte de réflexe dans l'idée de comment fonctionne la ruche, etc. Donc, On- les personnages Ouais. vont continuer de te donner de l'aide, même si Harper n'est pas là, en fait. Ouais, puis même en fait, sans qu'il y ait. En fait, Harper n'est pas là, mais d'autant plus que tu as une longue phase où tu n'as pas de signal en fait. Mhm. C'est vrai Tu que joues à l'aveugle aussi, il y a cette oui, longue phase oui. où tu joues sans signal, ouais, donc Mais très 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 on angoissante. s'était dit même, est-ce que c'était pas intéressant, tu vois, de dire, il n'y a plus Harper, t'as plus aucune aide, et tu vois, on fait disparaître la partie Ouais, de l'UI où t'as l'agressivité des aliens qui monte. ouais, c'est Et en fait, ça. c'était beaucoup trop punitif. Déjà que le jeu est pas spécialement facile. En tout cas, à mon sens, je pense que c'était un peu trop punitif, mais ça pourrait être intéressant pour un mode hardcore un jour, Ouais. voilà, de faire le truc en mode vous mettez un bout de scotch dans un coin de votre écran et vous vous bouchez les oreilles et vous n'avez plus aucune indication. Mais il y avait pas mal de choses comme ça aussi hein, qui font partie de notre taf en tant que narrative designer, de dire on a ces Mm. mécaniques qui, avec voilà, une granularité, des paliers qui sont passés, comment on les fait comprendre aux joueurs. Souvent ça passe par l'UI, l'interface utilisateur parce que c'est un truc assez évident, mais des fois c'est le son, des fois c'est aussi le scénario qui aide à tout ça quoi. Ok. Euh, Là, on va parler plus d'inspiration et tout, parce que du coup, j'ai beaucoup aimé le dernier plateau du jeu. Mhm. J'ai beaucoup aimé le dernier plateau du jeu, et du coup, ça me vient à me dire chez qui vous êtes allé vous inspirer, notamment pour les véhicules, parce que je sais que vous avez pris des tafs déjà existants en inspiration, Ouais, genre de Ron Cobb, si je dis pas de ouais, c'est bêtises. ça, Ron Cobb qui a travaillé Bah, sur les... les films et puis en fait son design de l'APC, donc le véhicule du deuxième film, qu'on a effectivement aussi dans le jeu, mais on commence avec ce qu'on a appelé l'ARC, donc qui est la version Recon, la version en fait un peu légère de ce véhicule, en fait est basée sur son design original, parce qu'il était beaucoup plus petit et Hmm. beaucoup plus anguleux, donc on a fait quelque chose un petit peu entre les deux. Et voilà. Et d'ailleurs, il y a une petite référence à ça, je crois, dans son codex. Je me demande si j'ai pas calé un petit Cobb Motor Industries ou un truc comme ça Ah, sur c'est possible. le nom du fabricant du véhicule. Mais ouais, bah, sur les véhicules, souvent, c'est moi, en tant que fan de Wargame et voilà, de pas mal de choses comme ça, je vais toujours un petit peu chercher l'inspi à droite à gauche. Puis j'aime bien en fait essayer de comprendre comment il pourrait être créé. Ouais, tu fais du rétro-engineering dans ta création un petit peu, Il y a ouais. un petit peu de ça, ouais, complètement. Et après, faut savoir que ça fonctionne quand même plutôt comme ça quand on s'intéresse. Moi, j'ai travaillé plus de 2 ans sur World of Tanks et j'ai rencontré des historiens, des mecs qui, voilà, ont Mm. essayé à posteriori d'écrire, bah voilà, l'histoire de certains véhicules militaires à mesure que les archives en fait disparaissent et que les témoignages ou les gens qui sont susceptibles de les donner malheureusement disparaissent aussi. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de ça, en fait, hein, du côté un Mm. peu on teste et puis on improvise. Et en fait, il y a des histoires, je trouve, à foison dans des micro-détails. Et ces engins-là, donc en l'occurrence, les chars, racontent énormément de choses sur le pays qui les construit, à quel moment, etc. Mais j'essaie un peu, du coup, de m'inspirer de ça. Je crois qu'on a une variante du dropship qui lui aussi est un peu emblématique du deuxième film qui en fait au départ devait avoir un look complètement différent, puis au final on s'est dit ouais ça marche peut-être pas de ouf, on va peut-être revenir sur le design de base et on va lui changer le nez, etc. Et en fait bah, Mhm. ça c'est typiquement un truc qu'on voit dans des véhicules militaires en fait, c'est de dire oui on pourrait concevoir un nouvel avion furtif, mais est-ce qu'on pourrait pas rendre furtif un avion qui existe déjà en fait. Et donc c'est des choses comme ça que j'essaie un peu d'aller bricoler. Après, quand toi tu parlais du dernier niveau, du dernier plateau, je ne sais plus, qu'est-ce que Oui, tu je disais? dis qu'en fait, bah, c'est intéressant d'avoir repris, parce que du coup, ça, c'est un. Je vois plus en tant que fan d'Alien, c'est plus ce que les gens auraient voulu voir dans un Covenant ou dans Prometheus, un ouais. Prometheus, en Ouais. fait, tu vois. D'aller vraiment dans une cité, une espèce de cité alien, mais slash ingénieur. Mhm. Xenopolis, si je Je dis pas de crois que bêtises. c'est Xenocity ou Xenopolis ou les Xenocity, deux, ouais, en français, ouais. je sais pas trop comment ça a été traduit, mais effectivement en anglais je sais qu'ils appellent ça la Xenocity effectivement,
qui était aussi un des trucs qui était, je pense, une des motivations de ce projet, c'était d'offrir un environnement, pas forcément, je sais pas si ça a été fait forcément en réaction à Prometheus, même si Non, ça j'imagine que chacun y verra midi à sa porte, mais il est évident qu'en fait c'est ce choc-là en fait qu'on recherchait à avoir, le côté un petit peu quasiment, tu vois, de divin, de ce choc visuel qui a été l'ingénieur du premier film. Et aussi un moyen de récompenser. On parlait en intro de ouais, bon bah là on n'est pas avec ces Marines, on est avec Hayes. Et donc l'idée c'était de dire ouais, mais en fait t'es dans un environnement qui est complètement différent, ce qui est quasiment suicidaire en fait de faire ça sur un. Oui, bon voilà, la dernière heure de jeu, c'est un environnement qu'on va pas réutiliser du tout, mais voilà, on vous le met parce qu'on a envie de l'explorer et on a envie de montrer quelque chose de nouveau quoi. Oui, Et puis c'est justifié dans le gameplay aussi que les Marines y restent pour défendre la position. ouais, Je trouve ouais, que c'est pas si, enfin c'est on- pas mal amené, loin de là. disons qu'on se débrouille, mais qu'en fait on savait bien ce que nous on avait envie de présenter. Et on Oui. se disait dans cette espèce de somme, parce que à la fois, moi je reste persuadé que c'est effectivement un hommage au deuxième film, par bien des aspects, mais aussi une somme en fait de tout ce qui a pu s'être fait sur cette franchise, y compris dans, Mm. dans ce qu'on disait tout à l'heure, sur des trucs un peu improbables ou un peu moins réussis ou pas forcément mauvais, mais qui vont diviser. Ça nous intéressait d'aller voilà, chercher ce poil à gratter, d'aller se frotter à Prometheus, aller se frotter à Covenant, et aussi avoir ce côté, cette horreur cosmique un petit peu, cette Mm. étrangeté, la ramener là, et de dire bon, t'as été sur cette planète, tu dois t'en échapper, mais est-ce que finalement t'as pas envie de rester un dernier niveau qui va te donner, tu vois, C'est ça. finalement va répondre à moins de questions qui va en donner. Et moi, je trouvais ça super intéressant. Enfin, typiquement, pour quelqu'un qui a beaucoup étudié ces franchises par le passé et en tant que journaliste, c'est un truc qui, je pense, elles ont du mal à faire et c'est dommage, mais c'est toujours remettre en question, d'aller un peu plus loin, voilà, d'essayer de proposer en fait de nouvelles choses, quitte à ce qu'elles soient brèves ou assez un peu ouais, furtives. Et en fait là, voilà, on s'est dit, ok, si on va jusqu'au bout, maintenant qu'on a référencé tous les films et tant de choses de l'univers étendu, il faut aussi qu'on aille dans cette direction-là. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, Mm. et c'est comme ça en tout cas que je l'ai écrit. Après, on a aussi Marlowe, qui est un personnage dont on n'a pas parlé, mais qui effectivement J'allais y venir. ramène, nous permet aussi d'explorer ce côté-là. Et puis on s'est beaucoup amusé avec ce niveau-là, qui a eu assez peu de versions, parce qu'en fait quand je suis arrivé, Matt était en train de terminer sa version. Et en fait, moi ensuite j'ai repris depuis le prologue, j'ai écrit de manière quasiment chronologique en fait, à peu de choses près. Et donc en fait j'ai terminé sur cette mission-là qui a pas eu du coup forcément plus comment dirais-je, d'itération que ça. Et je pense que c'est parce que c'est la dernière mission, certes, mais c'est aussi parce que on était tous d'accord pour faire une espèce de petit, tu vois, petit passage dans l'enfer à base d'horreur cosmique, presque un peu Mm. Lovecraftien. Enfin, c'est de ça dont on avait envie, quoi. Donc, Ouais, mais bah, c'est vachement juste ce que tu dis parce que la salle avec les gros œufs, mhm. c'est une phase de gameplay trop marrante. Enfin, c'est super bien c'est super bien pensé. Oui, avec cette vanne, etc. Là, ouais. Oui, bah Ouais. oui, c'est super bien pensé. J'ai dit, là, j'ai pas pu m'empêcher de sourire parce que, à la fois, vous vous expliquez pas trop non plus ce que c'est, Mhm. comment ils ont pu évoluer dans ces formats-là, enfin, tu te doutes un peu. Il y a vraiment cet équilibre pour garder une horreur, tu n'expliques pas ce que c'est, et à côté de ça, avec le personnage de Marlowe, tu viens titiller un peu l'angoisse, déjà palpable des genres, parce que t'as pas beaucoup de marines, c'était trois Ouais. personnages, t'es vraiment en danger, tu vois, je trouve que c'est super bien dosé. Ouais, bah c'est gentil, merci beaucoup de le dire. Moi, j'ai travaillé particulièrement avec Dimitri et Romain sur cette mission, et ils avaient vraiment, pour le coup, une vision très claire de ce qu'ils avaient envie de faire. Je crois que l'idée des vannes et des différents Marlowe viennent d'eux. Après, moi, je me suis beaucoup amusé à les écrire, et c'est vrai que je trouve que c'est une des missions qui marche le mieux. Enfin, en tout cas, enfin, tout le monde ne l'a pas faite encore à l'heure où on Mm. enregistre ce podcast, mais quand les gens l'ont faite, j'ai vu cette vanne clippée, enfin, Oui. cette séquence des œufs, c'est une des premières séquences que j'ai vu clipper comme ça sur Twitter. Et ça m'a fait. Enfin, c'est là où c'est super plaisant de
se confronter en fait à la vie des gens. Bon là en l'occurrence il est ultra positif, mais même quand des gens mettent, tu vois par exemple quand il y a un décalage, c'est-à-dire que quand moi j'essaye pas de faire de l'humour mais les gens trouvent ça drôle, en fait je trouve ça Oui. juste fascinant, tu vois. En fait, Oui, je vois ce que je le prends pas mal, je me dis mais ouais ok effectivement on est tous on a tous vraiment des cerveaux qui sont branchés complètement différemment quoi. Non, mais c'est clair. Et ouais, et je pense que cette séquence-là, spécifiquement de la dernière émission, devait évoquer énormément de choses. Et je suis content que, d'après ce que tu me dis, ça fasse le job. Ouais, et surtout que tu parles d'évoquer Marlowe, justement, comme personnage, on en parlait tout à l'heure, mais il y a toute cette logique de peu importe où on en est dans Alien, les synthétiques finissent toujours par être fascinés par les xénomorphes, en Mhm. fait. Il y a toujours ce truc-là, et c'est clair que le Marlowe dupliqué est quelque chose de très angoissant à le voir s'être cloné à l'infini. Du coup, tu sais pas depuis combien de temps vraiment il bosse sur les aliens. Le personnage, il est assez bien construit, ouais, si, si. Ouais, bah, là aussi, on s'est pas mal pris la tête. Il existe quelque part sur mon ordinateur une chronologie complète de la. Enfin, pas quasi complète en fait, Ouais. du parcours de Marlowe et de Price et de ce qui s'est passé sur cette fameuse planète et la découverte aussi de la cité. Et ce qui est assez marrant, c'est que pour ceux qui ont écouté, qui ont peut-être pas encore non plus platiné, comme on dit, le jeu, si vous allez un peu fouiller dans les tablettes, les datapads, vous allez en principe Mm. pouvoir recouper pas mal de choses quant à l'expédition qui a découvert cette cité, les différentes familles qui sont impliquées, comment la Wayland s'est mêlée à tout ça. Et là, pour moi, c'était vraiment l'occasion d'aller dans le côté tu vois, de Conrad qui inspire pas mal, notamment les noms des vaisseaux dans Aliens. Mm. Et donc, en fait, le côté, tu vois, découverte d'un nouveau monde et pionnier, et tu vois, colon qui découvre un truc qui les dépasse. Et on est aussi dans du Lovecraft, on est dans plein de choses. Et en fait, c'était assez marrant de se dire, effectivement, on peut pas juste créer des bribes sans nous Mm. savoir comment elles sont connectées. C'est impossible Bien en sûr. fait. Donc il faut qu'on fasse au minimum une sorte de, Tu les as toutes écrites, les datapads, c'est toi ouais, qui les les as. datapads quasiment Ouais. tous, c'est moi qui les ai écrits. Il y en avait deux trois que j'ai gardés parce qu'ils fonctionnaient, mais en fait il y a tellement de choses qui ont bougé. Parfois même l'ordre d'émission a changé. C'est-à-dire que le Mm. contenu n'a pas forcément changé, mais l'ordre d'émission a changé. Et ça demandait à ce que, bah, en fait, un indice pouvait pas être donné. Par exemple, enfin, ça a sans doute pas été le cas, mais typiquement si on avait mis un indice sur Marlowe dès le premier Mm. niveau, en l'occurrence il y en a un, je crois, mais je pense que c'est impossible à le comprendre, alors que si on le mettait, tu vois, 3 niveaux plus loin, peut-être que ça grillait une cartouche. Donc effectivement, ouais, tous les datapads, c'est moi qui ai fait. Et c'était assez marrant parce que quand je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai fini, tous les dialogues, tous les cinématiques, c'est posé, le gros est fait, et là j'ai vu le nombre de datapads à écrire, et je me suis dit, en fait, je vais jamais y arriver. Mais l'avantage, c'est qu'on a des level designers, et je pense aussi à Tristan, qui est level et game designer, qui avait vraiment des idées précises, de dire, ah, ça serait bien qu'il y ait un peu. Et donc, en fait, il y avait des briefs, en fait, tu vois, ils avaient des idées de dire, ah, faudrait évoquer ça. Puis après, moi, je sais que j'avais fait toute cette chronologie, ce travail de remise à plat. Donc après, c'était plus facile de dire, ah, tiens, en fait, c'est un peu comme si tu prenais, tu sais, les fameux dossiers de la CIA, tu sais, où tu noircis une ligne, là. Et Oui. bah, c'est un peu faire ça, quoi, tu vois. Donc, c'est Ouais, vrai que ok. c'était assez amusant, et j'y ai pris plus de plaisir que je ne pensais. Et c'était marrant de se dire, ok, donc ça c'est un mail, donc tu peux l'écrire limite avec des fautes d'orthographe. Là, tu peux écrire avec, tu vois, tel type d'expression, ou alors tu fais un rapport corporate. Et il y a une forme de créativité. Il faut avoir toujours un peu une nouvelle idée. C'est pas Mm. forcément aussi important que le reste. Mais je pense que pour les gens qui. Enfin, je suis assez content, ouais, assez fier de dire que pour les gens qui veulent vraiment grinder le truc, on peut limite recomposer une espèce de chronologie de l'histoire de cette planète. Et c'est assez littéralement du world building, quoi, au sens, ouais, il s'est Ouais, passé c'est beaucoup de choses, quoi. du coup, hors même le Dark Descent, il y a ce truc, moi ça m'a toujours fasciné. Tu prends d'autres jeux, mais genre à des plus grosses échelles, genre des gros triple A, genre Skyrim. Hmm. Donc, moi ça me pète le cerveau. Je peux me dire qu'il y a un mec qui a écrit chaque bouquin que tu Ouais. trouves dans les bibliothèques de bord de ciel et tout ça, tu vois. Et c'est vrai que c'est en termes de world building, c'est super quoi. Si vraiment t'es passionné de l'univers, tu peux aller feuilleter chaque bouquin que t'as trouvé par terre. Et donc là, c'est pareil avec les datapads, donc c'est très cool. Ouais, bah, c'était amusant. Et puis après, encore une Mm. fois, Isolation l'avait fait super bien avec les terminaux, Mm. etc. Donc, C'est clair. d'ailleurs, j'ai vu des trucs de ouf où on a des noms en commun pour certains personnages qui, en fait, enfin, nos personnages ont le nom de personnages qui apparaissent dans des datapads de Isolation. Je pense que c'est un hasard.
mais du coup les Ouais. gens commencent à créer Font des connexions. des théories, et je dois dire que certaines sont pas mal. Encore une fois, je le rappelle, ça n'engage que moi, mais je me disais tiens, notamment sur Marlowe et notamment sa nature, je trouvais, bah, je me suis dit ouais c'est possible quoi, tu vois, ouais, limite c'est parfois même plutôt très intéressant quoi. Ça va pas forcément avec la timeline que moi j'ai en tête et que j'ai faite, mais Oui. c'est vrai que bah, vu que les gens n'ont qu'une bribe de ça, quelque part, ils ne sauront jamais si on change un jour en la faveur d'une connexion énorme. Mm. Et en petite question nerd vite fait, tu parles de timeline, ça se passe après Alien 3, c'est ça? Ça se passe techniquement, je crois que enfin, Alien 2 et Alien 3, ça se passe en la même année ou à quelques mois près. Et donc en fait, on est effectivement dans cette période. Le deuxième film a déjà eu lieu. Le troisième film est sur le point d'avoir lieu. Slash, Ok. en fait, il est en train d'avoir lieu. Je sais pas exactement Ok. au jour près. Je sais que la chronologie, c'est un truc qu'on nous a beaucoup demandé. Et c'est pas forcément mon point fort, je dois te dire. Je savais juste que on avait cette idée d'être un peu parallèle aux événements du film, Ouais. à la fois pour avoir une sorte de marqueur visuel sur ce qu'on voulait développer, et aussi cette idée que vu qu'on imagine ce plan incroyable de la Welland et cette ressource, de cette mine d'or sur laquelle potentiellement elle est assise, ça fonctionnait assez bien dans ce côté. Oui, Alien, c'est déjà une opération d'envergure, mais si on imaginait ce qu'était on va dire, l'opération du board, quoi, en fait, à quoi elle ressemble Hmm. exactement, tu vois. Et donc, Ok. ça part un petit peu, en tout cas dans ma tête, c'était un petit peu de partir de là pour essayer de voir un petit peu s'ils avaient eu un plan, effectivement. Enfin, je vais pas dire que Aliens est un peu le plan B de Dark Descent, mais tu vois, non, c'est plutôt enfin, on va dire, peut-être l'un est l'essai de l'autre, ou en tout cas, c'est plutôt quelque Hmm. chose de l'ordre des parallèles, en fait. Ouais, des parallèles tissés entre la saga, Yes. c'est d'autant plus intéressant, ouais. Et donc, toi, en tant que narrative designer, qu'est-ce que tu trouves que votre jeu a en fait en particulier? Qu'est-ce qui tire, enfin, ce qui permet de tirer une épingle en particulier du jeu? Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce genre de questions? Ouais, bah, on en a peut-être un petit peu parlé comme ça par touche, mais je pense que c'est le Ouais. croisement déjà des genres, pour moi, est super important. C'est quelque chose que les gens qui ne sont pas forcément soit des gros joueurs, soit des gens qui font partie de l'industrie mesurent, mais aujourd'hui, innover dans un milieu comme le jeu vidéo, c'est devenu très compliqué. On a l'impression que c'est moins sclérosé peut-être que le cinéma ou qu'ailleurs. Mais la vérité, c'est que les genres, les suites, il y a énormément de choses qui sont établies et qui nous mettent un C'est petit peu très compliqué. dans des cases. Donc en fait, avoir tenu bon sur ce mélange d'influences, que ce soit le tactical, le jeu de stratégie en temps réel, qui sont déjà en fait entre guillemets, tu vois, très proches, mais ça, ramener aussi des éléments de quelque part de RPG, de JDR en fait papier aussi, et de tout ce que le JDR papier Alien a amené à cette franchise. Et en fait là on touche, je pense, limite à la deuxième qualité pour moi, c'est en fait cette compréhension de l'IP en fait, dans un sens à la fois Hmm. hommage et continuité. Et je pense qu'en fait, souvent on a soit l'un soit l'autre, le plus souvent on a l'hommage, hein, on va pas se mentir, et la continuité peut être un peu trop radicale, trop difficile, voire même en fait compliqué, enfin pas adapté pour le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on va plutôt peut-être laisser les séries ou les films faire quelque chose de radicalement nouveau. Je pense pas qu'on fasse quelque chose de radicalement nouveau, mais je pense qu'on a réussi à en fait combiner euh, tout plein d'éléments de Alien en tant que saga et en tant qu'univers étendu aussi. Et derrière, on s'est dit, ok, on pousse les potards à fond, peut-être un peu comme cette fameuse légende de Cameron qui écrit Alien, qui rajoute un S et qui fait le S de dollar avec ce fameux S. Donc je ne sais pas si c'est ça qu'on a essayé de faire. Par contre, je sais que très clairement, il y a cette idée de faire un gros effort en tout cas, c'est comme ça que je l'ai formulé à l'équipe quand moi je les ai rencontrés. Le premier truc que je leur ai dit, c'est ah ouais, mais en fait, c'est un effort de world building qu'on n'a jamais vu sur cette franchise, que moi je connais bien. Peut-être à plus petite échelle dans les comics de Dark Horse dans les années 90 où il y avait tout un tas d'expérimentations super bizarres, etc. Et
oui, il y a forcément de ça, mais en fait, à cette échelle-là, on ne l'avait jamais vu. Et en fait, à cette échelle-là, même, on n'aurait jamais dû le voir quelque part, parce que normalement, la raison aurait dû nous dire que plus de 2 heures de cinématique pour un studio qui emploie une quarantaine de personnes à Paris, c'est peut-être Oui, un parce petit que peu ambitieux, quoi. on est même pas sur un double A finalement, tu vois. Bah, j'ai du mal avec les étiquettes, je saurais pas Ouais, c'est te dire compliqué, hein, exactement, mais maintenant ça devient très compliqué, c'est une zone de flou, mais je sais qu'on on a tapé, tu sais, quand on dit, tu vois, genre, on cogne du poids lourd, quoi, on essaye vraiment Ouais, non, d'aller mais c'est chercher clair. ça, quoi. Parce que oui, au-delà de la, parce que je vois déjà des gens qui auraient pu critiquer l'aspect graphiste et graphique, tout ça, mais c'est vrai que bon, je disais double A tout à l'heure, c'est vrai que moi non plus j'aime pas trop les étiquettes, mais bon, dans le commerce, c'est vrai que Ça aide. les gens, les gens, oui, moi je veux jouer à des triple A ou de l'indépendant. Enfin, généralement les gens parlent pas trop des jeux qui sont entre les deux, Mhm. tu vois. Mais c'est vrai que, comme tu dis, 2 heures de cinématique, ça reste assez conséquent pour un jeu vidéo. Ouais, ouais, Enfin, bah parce que c'est un c'est de film la, en c'est de fait, la, hein, donc, ouais, c'est voilà, il y a un film dans le jeu, quoi. Et en termes de production value, ouais, c'est quelque chose qui est quand même notable, quoi. ouais, Tu peux pas. bah il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits là-dessus et je pense que Mm. globalement, dans chacune des disciplines, et il y en a de nombreuses qui sont convoquées dans le jeu vidéo, chacun a vraiment voulu mettre, tu vois, le maximum en fait. Et ça, c'est un vrai truc. Et je pense même à des séquences qui n'existaient pas, mais qui sont rajoutées parce que il y a un animateur qui a pensé un truc, il y a un artiste qui a pensé à ça. Enfin, et ah ouais, il y a eu une bonne idée. Et ça, c'est aussi, comment dire, au crédit de Tindalos. Il y a des studios où en fait on encourage ce truc là, c'est à la fois on a une vision très forte, je pense un petit peu si j'ose dire au sommet de la pyramide sur ce que doit être le jeu, mais où en fait les gens peuvent arriver et dire ok je sais comment on pousse les potards plus loin, je sais comment on fait en sorte que ça soit encore mieux. Les gens peuvent prendre la parole, en tout cas moi personnellement, moi qui suis arrivé un peu en plus en outsider, en freelance au Mm. milieu de la prod, arriver là-dessus et proposer de dire ok bah écoute je pense que Meko on peut rajouter ça, baisser peut-être un petit peu si il nous manque cette grande séquence, j'ai l'impression que ça colle pas avec le parcours des persos. Et j'ai vraiment eu l'impression que, limite, jusqu'au dernier jour, on a continué à essayer de porter ce truc. Et je pense que si les gens peuvent pas forcément mettre le doigt sur exactement ce qui est génialissime, parce que tel mec a fait ça, ça c'est impossible que les gens forcément le sachent parce que c'est généralement déjà pas la responsabilité d'une seule personne. Oui. Mais par ailleurs, c'est compliqué à dire qui a fait quoi parce que il y avait cette espèce en fait d'élan quoi créatif. Et je pense qu'il se ressent dans le jeu, à la fois dans cette espèce de respect pour la licence, mais aussi l'envie de la voir de nouveau briller, un peu être. J'ai pas d'autre mot que ça, remuer, tu vois. Moi, j'aime bien sentir, Ouais, tu remanié, vois, que ouais. c'est un peu. Ouais. C'est là, c'est vivant, il y a encore des trucs à faire, il y a des choses à dire, il y a des trucs à inventer. Et j'ai l'impression qu'avec l'ère de Darwin, on fait ça, mais c'est pas comme si l'ère de Darwin était le seul ennemi du jeu. Il y a tout un truc autour, il y a des mécanismes, il y a des persos, on fait il y a la Xenocity. Donc j'avais l'impression que c'était un jeu qui était, à défaut d'être parfait, généreux en fait. Et cette générosité-là, Mm. on la trouve pas partout, je pense, et pas avec. Générosité veut pas forcément dire sincérité, quoi. Tu peux donner énormément et puis finalement pas vraiment comprendre sur quoi tu travailles ou qu'est-ce que les gens attendent. Moi, quand les premières reviews sont tombées et que les gens disaient que si le Alien Isolation c'était le premier film, enfin tu vois, le premier film mais en jeu vidéo, bah nous on est le deuxième film mais en jeu vidéo. Et je pense que Mm. j'ai dit à Romain plusieurs fois, il faut que cette phrase sorte, il faut que les gens comprennent, tu vois, parce que c'est comme ça que moi j'avais résumé le truc et c'était Ouais. ça un petit peu mon ambition, tu vois. Et Mais c'est ce qui est ressorti des reviews pro, ouais, hein, ouais, j'ai l'impression, de complètement. toute Mais du coup, façon. quand je l'ai lu sur, je crois que c'est Rock Paper Shotgun ou PC Gamer, je sais plus, un des deux gros médias bah, on va dire auquel on s'adresse avec un jeu de stratégie enfin voilà, en premier lieu, a sorti cette phrase et je me disais bah ok, en fait c'est assez marrant parce que nous-mêmes c'est ce qu'on disait pour se motiver, tu vois. Moi tous les Mm. jours je me disais ok, on est en train de faire l'équivalent quelque part un peu cameronien de Alien Isolation quoi, sur un autre genre, Mm. avec une autre vue, avec des moyens considérablement plus réduits sans doute,
J'étais pas chez Creative Assembly, donc je peux pas dire exactement de quoi ils ont profité, mais j'imagine que c'était quand même peut-être un peu plus confortable. Et ouais, moi ça me faisait super plaisir de marcher dans leurs pas et aussi dans cette volonté-là, quoi. Et je pense que ça, les gens vont le ressentir. Je pense que cette sincérité-là ne trompe pas. Je pense que visiblement, d'après des reviews, dont certaines, tu vois, nous massacrent par exemple pour des bugs, et à juste titre, il y a des trucs qui peuvent être hyper dommageables, hyper frustrants et tout, donc ça je l'entends, d'ailleurs beaucoup Mm. ont été corrigés super rapidement parce que voilà, le studio était aux aguets et on va continuer d'améliorer le truc. Mais et il faut remercier tous les gars qui sont en poste encore maintenant, comme des Marines là qui tiennent la ligne de front. Mais, On pense à eux, on pense à l'équipe. mais c'est vrai que du coup, malgré ça, les gens, tu sentais que si ça leur avait plu, ils étaient en mode les gars, vous tenez un truc quoi. Et ça, l'entendre, c'est rare parce que tu peux faire un bon jeu et puis on peut dire ouais, ok, bon bah voilà, c'est XCOM avec des aliens, quoi, tu vois. Et beaucoup de gens Ouais. ont résumé comme ça, et parce que c'est l'accroche, c'est le chapeau de l'article, si tu veux. Et derrière, en fait, tu sentais qu'ils avaient compris ce qu'on voulait faire. Et je pense que, ouais, cette générosité, cette sincérité, appliquée à la fois dans ce croisement des genres et la gestion de la licence, c'est vraiment les deux grosses qualités de ce jeu, je pense. Mais bon, Ouais. je suis un peu. Je suis un peu partial, quoi, on va dire. Non, mais c'est bien que tu puisses le partager. Euh, Est-ce que tu... Alors, attends, là, je fais en off, mais t'as d'autres choses à rajouter, toi, ou pas? Parce Comme tu le que... sens, moi je rajoute comme très rapidement comme tu veux, donc n'hésite pas à freestyler si tu as des idées, mais Là, j'ai fait quasiment le tour de toutes les questions que j'avais. ouais, Donc voilà, si toi, t'as des... Par contre, si tu veux revenir sur d'autres choses, n'hésite pas. yes, Parce que j'essaye de réfléchir à des questions et tout, là, mais moi, dans ce que j'avais, voilà, j'ai fait le tour quasiment. Donc, si tu veux revenir sur des trucs, toi, qui te parlent plus, n'hésite pas. yes, bah écoute, je réfléchis un petit peu. Parce qu'on a quand même fait pas mal, enfin, on a quand même, je trouve, fait un tour assez conséquent quand Ouais, même. ouais, bah c'est pas mal, hein. On peut peut-être se Ouais, permettre de se dire qu'une heure et demie c'est bien, ouais, c'est déjà bien. puis voilà. Donc ouais, je sais pas, tu me dis, si tu veux aller doucement vers la conclusion, ça me va aussi. Bah, on peut aller doucement vers la conclusion. Ok, Si toi, t'es ok, on peut y aller. super. Donc voilà, ça fait déjà 1 heure et demie, donc c'est pas mal pour faire le tour du jeu. Donc bah bien évidemment, je dis pas ça parce que Thibaut est là, il me menace pas et tout, mais je vous invite à faire le jeu. Je vous C'est invite à faire le gentil. jeu parce que moi je m'éloigne en tant que joueur, de mon expérience, je vais parler de moi un petit peu, mais je m'éloigne un petit peu des triple A depuis quelques temps maintenant parce que je retrouve une espèce de sauce que je remange vraiment à plus pouvoir la saquer. Et je trouve beaucoup plus de. Alors, c'est pas de l'indépendant non plus, Team Dalos, mais sur des petits jeux comme ça, qui sont, comme tu disais tout à l'heure, beaucoup plus sincères. Une proposition de jeu, déjà, qui s'étend pas sur 200 heures, qui s'étend pas sur 200 heures, mais que sur ces 20-30 heures de jeu, on a quelque chose de maîtrisé, qui a ses défauts, bien sûr, mais voilà, qui propose une vraie expérience de jeu et qui a été fait avec une vraie sincérité. Donc, moi, je vous invite à faire le jeu Alien de Dark Descent si ça vous intéresse et si vous êtes fan de la licence. Merci Karl. Je vous Voilà. invite à faire ce jeu également. Très bon jeu au demeurant, donc voilà, allez-y. Non mais merci pour tes mots et merci d'inciter les gens qui nous écoutent à se pencher effectivement sur ce bébé que nous avons créé. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour conclure ou je sais pas, un mot pour l'équipe Bah peut-être? Je ouais sais pas ouais si vous écoutez ce complètement. Bah podcast. moi je voulais, bah je sais pas trop. On verra s'il tombe dessus. Moi Ouais. ça me fait toujours un petit peu peur parce qu'à la fois en tant que narrative, on a souvent la chance d'être un peu porte-parole quand les jeux sortent. Avant ça, on est souvent un petit peu porte-parole d'une équipe à l'autre parce que l'histoire, tu vois, c'est ce socle en fait qui réunit un peu toutes les équipes. Donc Ouais. quelque part, c'est pas étonnant, mais ça peut donner peut-être l'impression qu'on veut prendre la lumière et qu'on veut se mettre en avant dans un milieu qui, par ailleurs, a pas trop de divas ou tu vois encore de gros noms. Donc, c'est plutôt cool cette solidarité et en fait ce côté un peu coopératif qu'il y a dans le jeu vidéo, parce que c'est quand même un milieu très compétitif d'un point de vue industriel, mais d'un point de vue humain, moi j'ai trouvé toujours beaucoup de bah, en fait, ouais, pas mal de gens qui étaient prêts à discuter, à s'entraider, etc. entre studios.
Et en tout cas, moi qui ai la chance d'en bosser avec deux en parallèle, j'ai vu ça. Et effectivement, bah, déjà, merci à Tindalos de m'avoir accueilli et de m'avoir permis de travailler sur leur bébé parce que je pense que c'était pas forcément écrit. En plus, voilà, c'est arrivé le jour de mes 30 ans, la signature, je crois, du contrat. Donc il y avait presque un espèce de truc de l'ordre du destin, en fait, L'alignement des l'alignement des planètes. planètes, complètement. Et donc voilà, forcément, j'ai un énorme respect et j'allais dire une date, je sais pas si c'est ça, mais en fait, moi je trouve ça complètement ouf ce qu'on a réussi à faire et j'adore, je pense qu'on l'aura compris, lire les reviews, passer sur les streams et tout et voir ce que les gens remarquent et me dire, Ouais, j'ai vu. ouais, ça c'est là, ça c'est la lumière de François, c'est les cinématiques, c'est Arnaud, c'est Lauriane, j'oublie tout le monde en fait parce qu'il y a trop de gens et puis du coup ceux que je n'aurais pas cités vont se sentir mal mais vraiment je pense à tout le monde parce que je sais que j'ai à chaque fois vu un petit détail sur lesquels les gens bug et je sais entre guillemets qui en est responsable, qui l'a porté, qui l'a amené et ça c'est super fort parce que je pense qu'en fait quelque part une fois que le jeu est sorti tout ça est un petit peu invisibilisé et quelque part c'est très bien. Donc moi là j'ai la chance de m'exprimer avec toi mais j'espère pouvoir même si on a fait les précautions d'usage en début de podcast. J'espère pouvoir parler en leur nom. Et je trouve ils ont vraiment charbonné. Ça a été des vrais putains de marines tout au long de la prod, quoi. Et tous ont toujours été super bienveillants, quoi, avec les changements que j'ai pu apporter. Enfin, tu peux imaginer quand tu arrives, t'es le petit nouveau, t'es en freelance, les gens ont déjà 1 an et demi de prod dans les pattes, et tu dis bon alors là va falloir qu'on recommence, bah potentiellement Oui. c'est pas forcément super bien, et non ça s'est super bien passé. Donc moi j'ai trop hâte de retravailler avec eux. Et je remercie aussi l'autre studio avec qui je travaille, Anne sur Goldorak, le Festin des Loups, qui m'a permis en fait de faire un peu cette alternance. Puis forcément, j'ai ramené chez un studio ce que j'avais appris chez l'autre. Et enfin voilà, c'est ça qui est super bien, le côté un peu aventure humaine, de t'es entre les deux, puis t'apprends de l'un, t'apprends de l'autre. Enfin, c'est vraiment super chouette. Et ils ont taffé de ouf. Ouais. Je dois faire quand même aussi un mot, les gens qui auront fini le jeu l'auront peut-être remarqué, le jeu est dédié à la mémoire de notre collègue Lucille. Je ne vais pas forcément m'étendre sur sa vie, c'est pas forcément malheureusement quelqu'un que je connaissais très bien, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai discuté, j'ai eu la chance de connaître là, le temps de la production, et tout ça à faire comment dirais-je, de santé mentale. Donc s'il y a des gens qui nous écoutent et qui pensent qu'ils sont un petit peu tout seuls ou que c'est galère ou qui ont traversé des moments qui leur rappellent de près ou de loin tous ces problèmes-là, bah, je suis un peu obligé, ça peut paraître un peu bisounours, quoi, mais et pouvoir de l'arc-en-ciel, mais je suis un peu comme ça, quoi. Je sais que moi tout seul ado justement, alors j'ai découvert Alien tard mais je découvrais des trucs avant et puis j'étais un peu en mode putain, tu vois, les gens s'en foutent de moi, la vie est dure, et des trucs dépressifs ou suicidaires ou des comportements comme ça, tu peux les avoir très tôt. Et après, on est adulte, on rentre dans une vie qui est complètement, enfin voilà, là aussi nous laisse des PTSD et on n'a pas juste besoin de nous mettre dans une salle avec des petits arbres pour les guérir. Donc il y a des vrais trucs derrière tout ça. Enfin, je fais une blague Bien sur sûr. le gameplay du jeu, mais voilà, moi j'ai toujours une pensée à chaque fois quand je vois tout ce qu'on a pu accomplir, une pensée pour Lucille et pour tous les gens qui souffrent de près ou de loin de tout ça. Et du coup, voilà, enfin, trouver l'aide là où vous pouvez la trouver. On n'a pas tous les moyens, on n'a pas tous la patience, le temps, l'énergie, mais essayez voilà, de tendre la main. Si vous êtes solide, si vous êtes en l'état, pour aider ces gens-là, bah, essayez de tendre la main. Et si vous êtes plutôt de l'autre côté de la barrière, bah, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est tout ce que j'aurais à dire de manière hyper conventionnelle et sans doute hyper pas comment dire médicale, quoi. Oui, Mais mais ça reste un mais pas je parce que pense moi je me sens. Oui. voilà, je pense que ça reste important et que je pouvais pas ne pas profiter de cette occasion pour en parler. Donc c'est important.
vraiment. Moi, je pense que si ce métier est fait pour moi et que je gagne en exposition et en opportunité de pouvoir parler aussi, pas forcément de ce qui est cool, mais aussi de ce qui est un peu merdique et un peu chiant dans la vie, j'en profite, faisons d'une pierre deux coups. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à la donner, n'hésitez pas à être, comment dirais-je, humain envers tout ça. On est dans une... particulièrement en ce moment, j'ai l'impression, une espèce de situation où on déshumanise, où on décorrèle des trucs et on essaye de vouloir être plus intelligent que le voisin, mais je pense qu'à la base, il y a quand même un truc qui nous réunit et que, pour le coup, pour refaire un parallèle et essayer de revenir sur quelque chose de plus, peut-être de plus léger, mais tu vois, c'est ce qui nous motivait, quoi, d'explorer aussi cette facette-là, tu vois, de l'être humain, de comment on cache des trucs, à quel moment on vire, à quel moment ça devient vicieux, à quel moment ça devient pernicieux, à quel moment ça devient héroïque aussi, parce que ça peut aussi aller dans l'autre sens, à quel moment on se rachète, comment on peut faire. Je pense prétends pas, ni moi ni le studio, avoir des réponses à tout ça, et pour beaucoup de gens c'est peut-être juste du divertissement. Pour moi, il y a un peu plus que ça. Il y a une responsabilité aussi d'évoquer en fait des choses et de proposer aux gens, certes, effectivement, un moment de plaisir en tout cas, j'espère. Et, même si c'est stressant ce foutu tracker, mais un moment de loisir en tout cas. Et puis, mais aussi d'évoquer des vrais trucs et de se dire, on a le droit d'explorer l'émotion des personnages, des traumas, les trucs comme ça. Moi, j'ai rajouté pas mal de scènes comme ça qui n'étaient pas forcément là à l'origine, sur des persos qui craquent et tout. Et ça m'a toujours beaucoup parlé de me dire, c'est comme ça que fonctionne la vie, pourquoi nos persos ont pas ces moments-là, surtout dans les jeux, on a ces temps longs, quoi, tu vois. Puis finalement, tu dis une vingtaine d'heures, une quinzaine d'heures, c'est pas grand chose, certes par rapport aux propositions des AAA, mais par rapport à un film, c'est énorme, tu vois. Donc, c'est énorme, ça bien paraît sûr. D'autant plus délirant d'avoir des espèces de mecs qui ont jamais à de une problème, menace pareille. Ouais, c'est clair. Face à une menace pareille, en plus, d'autant, c'est clair qu'il y a de quoi avoir quelques soucis, ouais, c'est clair. Ouais. Voilà, donc en tout cas, ça fait beaucoup de choses au final à rajouter, que j'ai rajouté, donc j'espère que vous vous ne m'en tiendrez pas à rigueur et que ça vous donnera envie de jeter un œil à Dark Descent. En tout cas, big up à Tindalos. Bravo à toute l'équipe. Et puis, merci pour ces jolis mots de fin, Thibaut. Je te remercie encore une fois d'être prêté à l'exercice. Ça me fait super plaisir. Et voilà, j'espère que le podcast vous plaira. N'hésitez pas à suivre Thibaut sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Du coup, sur @République sur Twitter, si Twitter ne s'est pas entre-temps, parce que c'est très incertain en ce moment. Ça sera racheté par la Wayland Yutani, ne vous inquiétez pas. Par la Wayland Yutani. Sur @République aussi sur Instagram, de toute façon. @République partout, @Thibaut Claudel quelque part sur LinkedIn, si on finit tous sur LinkedIn, mais le réseau le plus Wayland core. Mais c'est un peu ça, mais aussi suivez Graphic Saga, suivez Karl dans ses aventures podcastiennes, je ne sais pas. Si vous voulez plus m'entendre parler de films, suivez-moi sur mon profil Karl Odyssey. Du coup, je vais plus sur mon Letterboxd et je partage ce que je vois en termes d'animation et de films. Voilà. Franchement, Letterboxd, c'est pas mal comme réseau social. Ouais, il y a vraiment un côté un petit peu précieux, tu vois. Genre, on est on clique sur les affiches de films. Ouais, et on peut pas s'insulter. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est précieux. Ça, c'est très précieux. Il y a aussi une créativité typique. Bon, il l'avait sur Twitter, mais cette créativité typique de la review Letterboxd qui vraiment me foudroie par moments tellement ça en est drôle, quoi. Donc, si vous avez envie d'un peu de respiration, je pense que c'est un bon conseil. C'est un réseau social qui permet de respirer. Un petit peu. Bon, un petit peu, comme tu dis. Bon, à la prochaine. Merci d'avoir écouté Graphic Saga. Et puis, Thibaut, au plaisir. Au plaisir, mec. Salut. Salut. Spider-Man died! Neither can I.